Monsieur Morel. Merci à Jacques Bouteau, merci à toute l'équipe de la mairie du 2e arrondissement qui nous fait toujours un accueil extrêmement chaleureux, extrêmement efficace aussi sur le plan technique. Tout fonctionne en principe et c'est vraiment hyper agréable. Alors, je voulais tous vous remercier, vous dire bonjour bien sûr, vous remercier d'être là, vous remercier de votre fidélité pour certains d'entre vous. On en est aujourd'hui au 11e exposé débat santé et nucléaire, entre guillemets, qui à chaque fois, ces exposés débats sont filmés par Anaïs, ici présente, montés et mis en ligne. Et c'est pourquoi d'ailleurs je ferai aujourd'hui déjà un éloge de Dominique Lalanne, puisque Dominique m'avait encouragé à faire le premier de ces exposés débats santé et nucléaire. C'était l'année dernière, le 5 août 2016. C'était la veille du début du jeûne Hiroshima-Nagasaki 2016. Et très gentiment, Dominique m'a encouragé à faire ce premier exposé débat qui a été donc suivi de beaucoup d'autres. Merci infiniment Dominique, merci également d'avoir accepté donc ce soir de nous parler du fameux traité d'interdiction des armes atomiques. Je suppose que c'est de ça dont tu vas nous parler, qui fait naître tant d'espoir à l'ONU, alors que sur le plan du nucléaire civil, eh bien, la récente élection du président de la République ne nous rassure pas du tout et au contraire nous fait très peur en ce qui me concerne. Donc ici simplement pour vous signaler que l'association dont je suis présidente change de nom, enfin va changer de nom mardi prochain, et que je l'ai appelée Poum pour un monde meilleur. Et surtout, le site est destiné à héberger ces vidéos santé et nucléaire. Alors, j'en ai profité pour refondre un petit peu les objectifs de cette association et j'ai donné comme priorité les conséquences sanitaires et environnementales, d'une part des industries nucléaires, qu'elles soient civiles ou militaires. Pour moi, c'est vraiment tout à fait la même chose, en fait, sur le plan sanitaire et environnemental, et également des compteurs communicants, et en tout premier lieu du compteur d'électricité Linky, dont je pense qu'ils sont au service de ce monde hyper polluant, hyper centralisé, à mon avis totalitaire et fauteur de guerre, à la fois du nucléaire et des big data. Donc je me base sur les deux fronts. J'ai créé à votre intention ce petit dessin là à droite. C'est ce monde nucléairo-objet connecté, que je refuse, qui me fait horreur et que je refuse de toutes mes forces. Le prochain exposé débat aura lieu le 20 juillet et sera justement consacré à ce couple nucléaire et Linky, et j'ai appelé ça les deux faces d'une même nuisance contraire à nos droits. Et ce matin, maître Antoine de Lombardon du cabinet Artemisia m'a confirmé qu'il acceptait de porter cet exposé débat. Et j'en suis également très contente. Alors, je vous disais, cette élection, pour moi, m'inquiète énormément. Le président est ouvertement pro-nucléaire, comme vous le savez, et avec beaucoup de cynisme, à mon avis. Il a choisi comme Premier ministre un ancien d'Areva. Malgré le fait que, comme vous le savez, Areva est une entreprise en faillite et qui s'est rendue coupable de certains scandales. Et récemment, Mediapart reconsacrait des articles au scandale d'Uramine qui a fait perdre à la France plusieurs milliards d'euros. Et puis, donc sur le plan toujours du nucléaire civil, un article du Canard enchaîné d'avant-hier, EDF irradie de bonheur grâce aux gendarmes du nucléaire, entre guillemets. Ce gendarme, qui porte très mal son nom parce qu'il ne gendarme rien du tout, est l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, qui vient d'autoriser, enfin de donner son aval aux générateurs de vapeur qui sont le siège de malfaçon, au même titre que la cuve de l'EPR en construction à Flamanville. Cette cuve contient trop de carbone, ce qui la fragilise. Si vous voulez bien... merci. Cette cuve contient trop de carbone, ce qui la fragilise. Et bien sûr, on peut craindre que le verdict de l'ASN lui soit dicté par EDF, et que l'ASN dise « Ah ben c'est bon, vous pouvez continuer à construire cette EPR de Flamanville autour d'une cuve dont on sait
qu'elle n'est pas bonne, hein, dont on sait qu'elle n'est pas bonne. Donc pour moi, je suis très inquiète de ce point de vue-là, et en effet, comme disait M. Morel, je pense qu'il faut continuer à se battre plus que jamais. Pourtant, ce nucléaire est en faillite. Ce nucléaire est en faillite. On se demande pourquoi quelqu'un supposé intelligent comme M. Macron ne s'en rend absolument pas compte. Et que lui qui est très attaché à l'argent, on se demande aussi pourquoi il ne se rend pas compte du fait que ce nucléaire ne survit que grâce à nos milliards, à des milliards d'argent public qui sont injectés dans cette industrie en faillite financière et économique. Alors pourquoi en faillite? Alors là, je vous fais une petite introduction très générale. Je vous prie de m'en excuser pour ceux d'entre vous qui connaissent le sujet aussi bien que moi. Pour introduire un petit peu le nucléaire militaire, qui lui nous coûte également beaucoup d'argent, comme le rappellera Dominique peut-être. Alors pourquoi cette faillite? Eh bien on l'a dit, il y a eu des scandales, il y a eu la corruption, on arrose tout le monde pour que les gens acceptent le nucléaire, il y a eu des délits d'initiés, donc dans l'affaire de Ramin, des conflits d'intérêts qui sont omniprésents dans cette industrie. EDF a été obligé de racheter Areva, une partie d'Areva, ce qui n'a pas arrangé ses finances. Il y a eu le scandale des malfaçons donc, qui a éclaté voilà, quelques mois, c'est en automne 2016. Par là-dessus s'est greffé le scandale des falsifications de documents de sécurité. Donc un énorme travail, alors là que l'ASN a obligé Areva et EDF à faire, c'est-à-dire à reprendre tous les certificats pour essayer de faire le tri entre ceux qui sont falsifiés et ceux qui ne le sont pas. Voyez le genre de plaisanterie auquel va notre argent en fait. Là on est en train de payer des centaines de personnes pour analyser des certificats falsifiés. Enfin c'est quand même incroyable. L'EPR est un fiasco, donc il y a ces cuves, ces cuves qui sont trop riches en carbone, on ne devrait pas laisser fonctionner cette centrale absolument obsolète déjà, et qui sera certainement extrêmement dangereuse. Et c'est le cas également en Finlande, vous savez, tout le monde connaît ce chantier de l'EPR finlandais qui dure depuis des années, qui n'en finit pas, on s'en sort pas, on n'y arrive pas, ça coûte horriblement cher, tout le monde est furieux, etc. Bientôt ça va être aussi en Grande-Bretagne, puisque EDF a racheté une entreprise anglaise pour pouvoir après se vanter d'aller lui fabriquer des EPR, enfin tout ça au fait du contribuable anglais et d'une autre, une fois de plus. Bon, le grand carénage, c'est moderniser des centrales, c'est juste pas possible, donc on se demande à quoi vont servir ces milliards, puisque c'est pas possible de remplacer certaines pièces, on va le revoir. Le démantèlement, c'est aussi une mission impossible, on ne sait pas démanteler, et au lieu de le reconnaître humblement, eh bien avec la plus grande arrogance, ils vont prendre ça comme nouveau projet industriel, le démantèlement, mettre des déchets partout et puis se faire de l'argent au passage. Le problème des déchets, encore une fois, il est totalement impossible à résoudre et extrêmement coûteux. Et puis le Linky, et excusez pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sur ce point, mais pour moi, Linky est tout simplement une tentative de reconversion d'EDF dans le big data, c'est-à-dire la collecte des données personnelles qui peuvent être revendues, et les objets connectés à nos dépens et avec notre argent. Et Madame Lauvergeon, qui est responsable en partie de la faillite d'Areva et du scandale de Ramin, est très très bien recasée comme PDG d'une entreprise d'objets connectés par hasard, comme par hasard. Donc là encore, le 20 juillet, avec l'aide d'un avocat spécialisé en droit d'environnement, nous reverrons ce lien entre ces deux grands projets industriels, enfin projets ou réalités déjà. Réalité en ce qui concerne le nucléaire, bien sûr, réalité également en ce qui concerne le Linky, puisqu'il y en a 26 000, je crois, qui sont posés par jour, et bon, il faudra après qu'ils les déposent, donc ça va leur faire plein de travail, et j'espère que nous allons gagner l'action juridique qui est en cours à mon initiative. Alors, l'arrêt du nucléaire civil et militaire est une urgence tant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire, social, économique et démocratique. Déjà, il y a un fonctionnement dit normal. C'est une aberration depuis le début. Sur le plan écologique, c'est absolument impossible qu'on défend le nucléaire
pour espérer diminuer la crise climatique, hein, parce que c'est le pire de tout. Hein. Le nucléaire, ça pollue énormément. Déjà, ça accapare l'eau, ça réchauffe l'eau. Hein. Les centrales nucléaires ont un énorme besoin d'eau. Hein. Or, l'eau est quelque chose, vous le savez, très précieux et de plus en plus précieux. Il y a une pollution chronique de l'eau, de l'air, des sols, hein, et pas par n'importe quoi, par des radionucléides qui sont extrêmement toxiques pour le corps humain et pour nos chromosomes en particulier. En effet, les rejets sont autorisés. Et là, je parle des industries nucléaires aussi bien militaires que civiles, hein, parce que quand ils construisent des têtes nucléaires ou qu'ils les assemblent ou je ne sais quel magouillage que Dominique va nous rappeler, eh bien c'est également extrêmement polluant. Rejet autorisé, c'est-à-dire quand ils ont besoin que les décrets changent, que les normes autorisées changent, ils le demandent et puis c'est accordé à tous les coups. Hein. C'est absolument extraordinaire qu'ils ont obtenu de rendre légal un empoisonnement chronique de notre environnement. Et puis il y a des fuites non autorisées, mais qui néanmoins restent totalement impunies, aussi bien dans l'eau, dans l'air et dans les sols. De ces poisons radioactifs auxquels s'ajoutent des poisons chimiques, hein, vous le savez. Hein, c'est pas parce que c'est radioactif que c'est pas chimique en plus, il y a des métaux lourds, etc. Et l'uranium est d'ailleurs officiellement considéré comme un poison chimique, hein, avant que d'être un poison radioactif. Alors, tout ça, ça donne des leucémies chez les travailleurs du nucléaire, donc toujours pareil, civils et militaires. Quand je dis leucémie, c'est-à-dire c'est un type de cancer particulièrement grave et particulièrement précoce qui arrive assez rapidement au moment de l'exposition chronique ici à des radioéléments. Ça a été prouvé, hein, ça a été prouvé scientifiquement, épidémiologiquement, statistiquement. Ça a été prouvé chez les travailleurs du nucléaire, vous savez, par cette étude sur 300 000 travailleurs à laquelle je fais souvent référence, qui s'appelle l'étude INWORKS, qui a prouvé qu'il y avait une augmentation du taux de leucémie chez les travailleurs du nucléaire, même à très faible dose, hein, autorisée bien entendu, puisque les normes autorisées, bien sûr, ne protègent absolument pas les travailleurs, ce n'est qu'une norme administrative. Hein. Et puis les populations vivant autour des centrales, hein, comme à Tchernobyl, eh bien, autour de nos centrales françaises, on a des enfants dont le taux de leucémie est statistiquement augmenté, hein, du fait de leur exposition à une radiocontamination chronique. Alors, il y a aussi des effets précoces dont on parle très peu, mais qui sont sensibles chez les travailleurs du nucléaire, et notamment une fatigue, hein, liée à l'exposition aux radiations, ce qui n'améliore évidemment pas leurs conditions de travail. Et puis les effets retardés, vous les connaissez mieux, hein, ce sont des cancers, donc les leucémies peuvent apparaître au bout de 3 ou 4 ans, ainsi que les cancers de la thyroïde. Il y a d'autres cancers qui apparaissent beaucoup plus tard, au bout de 10, 20, 30 ans même. Alors les travailleurs invisibles du nucléaire, comme dit notre chère Annie Teboumeni, les travailleurs invisibles du nucléaire, ce sont les sous-traitants dont personne ne parle, qui n'ont aucun suivi médical publié et qui sont pourtant les plus exposés. Hein. Et c'est chez ces travailleurs qu'on constate, que Mme Annie Teboumeni constate les effets sanitaires, si vous voulez, réels au quotidien de la radioexposition. Et puis, un risque sans cesse croissant de catastrophe nucléaire. Plus on attend pour arrêter le nucléaire, plus on risque que cet arrêt il nous soit rendu obligatoire par la survenue d'une catastrophe. Alors, à Tchernobyl ou à Fukushima, en France, est de plus en plus probable, de l'aveu même de ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire les nucléocrates, qui tentent de nous y préparer. Alors, il y a eu des exposés débats entiers qui ont été consacrés au sujet de ethos, vous savez, c'est-à-dire qu'on est censé considérer que c'est pas grand-chose, que c'est pas grave, que de toute façon on est exposé à un tas de saloperies, entre les OGM, les Wi-Fi, tout ça, qu'un peu plus de nucléaire en moins, c'est pas grave, allez hop, comme au Japon, autour de Fukushima, on est censé s'y faire et accepter, et s'y résoudre, et s'y résigner. Alors là, moi, je vous fais un appel à la non-résignation. Hein, je pense que
l'important, si on veut survivre dans le monde dans lequel on vit, c'est de garder au moins un esprit critique, hein, et une certaine, comment dirais-je, un certain potentiel de révolte, hein, parce que sinon on sera comme les Mormons en Utah, là, avec les essais nucléaires américains au Nevada, vous savez. Les Mormons, ils n'ont pas moufté. Hein. Je ne sais pas si c'était... Enfin, Dominique, bon, il y a eu quelques procès plus récents, mais au départ, il fallait obéir. Hein, on obéit à l'État, hein, et on ne dit rien. C'est bien sûr ça que l'État français a essayé d'obtenir depuis toujours, hein, depuis 50 ans, depuis le début du nucléaire français, hein, c'est-à-dire qu'on la ferme, qu'on ne dise rien. Hein. Eh bien, moi j'ai plaisir à dire quelque chose, à dire que tout ça me dégoûte, hein, que je ne veux pas vivre avec cette épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête, hein, et que véritablement il faut que nos gouvernements changent leur fusil d'épaule à ce propos-là. Alors les causes déclenchantes, hein, eh bien elles sont connues, hein, erreurs humaines comme à Tchernobyl, défauts techniques, bon. Enfin, c'est aussi des erreurs humaines, enfin, c'est mélangé, hein, une vanne mal serrée ou quelque chose, séisme, inondation comme à Fukushima, des algues, des méduses qui vont boucher les tuyaux, etc. Suicide, hein, les gens dépriment dans le nucléaire, 70% des travailleurs d'EDF n'ont plus confiance dans leur entreprise. Hein. On imagine très bien quelqu'un qui se fasse sauter de désespoir, hein, au sein de son lieu de travail. Hein, ça arrive dans d'autres circonstances, pourquoi pas dans une centrale nucléaire, ou de vengeance, hein, de malveillance, piratage informatique. Vous avez vu le blackout là, qui a le virus là, qui a eu la semaine dernière. On se demande même, enfin ils n'ont pas parlé des centrales, hein, mais vous imaginez un piratage informatique, et ça peut d'ailleurs être le mécanisme d'un attentat terroriste. Hein, c'est-à-dire que l'attentat il soit informatique en fait. Et puis un conflit armé, hein, peut-être pas dans notre région, et encore le risque de guerre n'est pas complètement exclu en Europe. Hein. Même, il est même plus que pas exclu. En ce qui concerne les inondations, vous savez certainement qu'en 1999, enfin en décembre 1999, on a frôlé Tchernobyl au Blayais, hein, en Gironde, enfin à Fukushima plutôt, puisque c'était à cause de la grande tempête de 99, une inondation qui a failli faire exploser la centrale. Mais le problème, c'est le nucléaire et nul autre que le nucléaire. Hein, et les causes sous-jacentes sont inhérentes, hein, font partie de la définition même des industries nucléaires. Les industries nucléaires ne peuvent pas exister sans toute cette série de causes, et là je les ai numérotées, on arrive à 10 causes sous-jacentes, hein, qui font partie du nucléaire lui-même. Alors le vieillissement des installations, hein, et là je voudrais rectifier quelque chose, c'est que la durée de vie initiale, elle n'est pas de 40 ans comme on lit dans les journaux, comme EDF tente de le faire croire. Au départ, elle est de 30 ans de fonctionnement. Hein, je ne compte pas les années qui servent à la construction, hein, qui peuvent être très nombreuses, enfin ça peut être très long au début, mais de fonctionnement, c'est 30 ans et pas une année de plus. Et d'ailleurs, sur le plan mondial, c'est la durée de vie moyenne des centrales. Hein, aux États-Unis, dans d'autres pays, on ne les fait pas dépasser habituellement une durée de vie de 30 ans. Il n'y a que nos voisins les Suisses, hein, qui ont les centrales les plus vieilles d'Europe, et nous, avec Fessenheim et d'autres. Hein, je vous signale que Fessenheim, de toute façon, il y a un des deux réacteurs qui est à l'arrêt pour malfaçon et pour raisons techniques. Hein. Donc, Macron et Hulot, ils ont beau jeu de faire fermer Fessenheim, elle est déjà fermée, hein, à moitié. C'est pas ça, c'est arrêter le nucléaire. Impossibilité de réparer ou remplacer des pièces essentielles à la sûreté, hein, je vous en ai déjà parlé, mais alors ça, c'est pour moi, le grand carénage, c'est vraiment un mystère. Hein. Si on change des choses, des tuyauteries, d'accord, c'est très bien, une tuyauterie peut toujours exploser et être cause de catastrophe, mais enfin, si on ne peut pas remplacer la cuve, notamment la cuve, hein, n'oublions pas que les radiations, c'est mauvais pour le corps humain, c'est mauvais pour les organismes vivants, mais c'est également très mauvais pour l'acier, ça corrode. Hein. Et c'est une des raisons pour lesquelles aucune centrale nucléaire ne devrait fonctionner au-delà
de la durée de vie pour laquelle elles ont été construites au départ, c'est-à-dire 30 ans, et moins, dit-on, pour certaines installations nucléaires militaires. Un sous-marin, par exemple, a une durée de vie bien inférieure à 30 ans, d'après ce que j'ai entendu dire, un sous-marin nucléaire, enfin, c'est-à-dire propulsé par des réacteurs nucléaires. Alors, malfaçon, donc, bon, j'en ai déjà beaucoup parlé. Falsification également. Alors, économie sur la sûreté. Économie sur la sûreté, et ben, s'il y a une pièce défaillante, ben, on la change si on a la pièce sous la main, quoi, si ça ne coûte pas trop cher. Bon, et puis on fait des économies sur le personnel. Et on utilise de plus en plus de sous-traitants. Je dis on utilise parce que c'est vraiment le terme. Hein, on utilise des gens qui sont insuffisamment formés, qui sont mal payés, qui travaillent dans des conditions vraiment très pénibles en allant d'une centrale à une autre sur l'espace d'une journée, en parcourant des centaines de kilomètres. Ces sous-traitants sont pourtant chargés d'opérations très importantes dans une centrale nucléaire, de la maintenance justement de tous ces robinets, de tous ces kilomètres de tuyauterie qui font qu'une centrale n'a pas d'accident. Donc les mauvaises conditions de vie, moi je pense aussi à la fatigue liée à leurs mauvaises conditions de travail, ce nomadisme, le fait qu'il faut qu'ils soient à 7h du matin, lundi ou mardi, etc., la veille, au l'autre bout de la France ou le lendemain, enfin bon. Ils sont fatigués aussi par leurs conditions de travail, ils ont apporté des trucs hyper lourds, là la tenue Moruroa, plus il fait très chaud, plus la fatigue liée à ces conditions de travail très stressantes. Ils ont peur, les sous-traitants ont peur en permanence quand ils travaillent dans une centrale, ils ne sont pas du tout rassurés, il ne faut pas croire ça. C'est pas des gros, c'est pas des surhommes, c'est des gens comme vous et moi, c'est des conditions de travail extrêmement pénibles et qui les amènent, si vous voulez, à passer un peu vite, certainement sur la sûreté. Bon, quand il est 9h du soir, qu'ils ont bossé 10 heures et qu'il faut encore resserrer les boulons, ben, on comprend très aisément qu'il y en a quelques-uns qui passent à l'as de boulons. Donc perte de confiance, j'en ai déjà parlé, mécontentement des salariés. Il ne reste que pour être payé. Alors là, vraiment, c'est fini le fait qu'ils croient dans la grandeur du nucléaire, la grandeur de la France et tout ça, c'est terminé. Il n'y a plus que les dirigeants qui tiennent ce discours-là, c'est plus du tout les travailleurs. Perte de compétences, on ne sait plus construire une centrale, on le prouve bien avec l'EPR. De mémoire technique, alors là c'est encore plus grave pour ce qui est du démantèlement et de la gestion des déchets. De motivation, tout le monde s'en fiche. Multiplication des fuites radioactives, des incidents, des accidents. Et puis on sait ce que ça donnera. On sait ce que ça donnera un Tchernobyl ou un Fukushima en France. Il ne faut pas dire qu'on ne sait pas. On le sait parfaitement. Déjà, on a eu Tchernobyl. Des gens comme Yves Lenoir sont allés là-bas et nous rappellent sans relâche les véritables conséquences sur la santé, sur la vie et sur toute une région comportant des millions d'habitants. Fukushima, on commence également à en voir les effets avec l'augmentation des cancers de la thyroïde, etc. Bon. Ce sera également la ruine d'une région entière, le Bordelais par exemple, si c'est le Blayais, et puis du pays, parce qu'évidemment on va payer pour la région sinistrée. On sera mis sous tutelle policière et militaire. Pour commencer, les pastilles d'iode qu'on devra prendre pour essayer de se protéger un peu la thyroïde, diminuer un peu le risque de cancer de la thyroïde quand on se prend le choc d'iode, c'est-à-dire le nuage radioactif riche en iode juste après l'accident, nous sera distribué par la pharmacie centrale des armées, je vous le rappelle, etc. Donc on se trouvera, notre santé, notre vie, se trouvera entre les mains des militaires, comme si on était en état de guerre. Choix impossible entre le confinement et la fuite. Donc il y a des gens qui éditent des petits fascicules sur quelle est la meilleure conduite à tenir en cas de catastrophe nucléaire. Alors bon, on en reparlera peut-être, en cas de guerre nucléaire également. Soit se confiner chez soi, faire scotcher toutes les fenêtres et mourir de faim, je suppose, au bout de quelques jours, soit fuir, non pas dans la direction du vent bien sûr, pas revenir en arrière, mais perpendiculairement à la direction du vent. Faut-il encore savoir d'où vient le vent et où il va. Et puis pouvoir, si vous voulez, j'imagine même pas, enfin bon, j'en ai déjà parlé, qu'est-ce que vous feriez vous si en cas d'explosion gravissime à Fessenheim ou à Nogent-sur-Seine, qu'est-ce que vous feriez là, demain? Bon. Moi j'avoue que je ne sais pas exactement.
Et puis, plus tard, entre l'exil définitif et la survie, parce que j'appelle pas ça une vie, j'appelle ça une survie, en zone radiocontaminée, comme c'est le cas aujourd'hui autour de Fukushima. Le gouvernement encourage les gens à revenir vivre en zone radiocontaminée. Moi, je refuse de vivre en zone radiocontaminée. Je préfère m'exiler à l'autre bout du monde s'il le faut. Mais reste-t-il un endroit de la Terre qui ne soit pas radiocontaminé? On peut en douter, puisqu'avec les essais nucléaires, la carte mondiale est véritablement truffée de territoires qui ont été radiocontaminés, hautement. Perte d'emploi, de logement, bien sûr, séparation des familles, solitude, notamment des personnes les plus âgées, dépression, suicide, c'est la cause première de mortalité à Fukushima, par exemple. Bien sûr, les pronucléaires ont beau jeu de dire « Oh, il n'y a aucun mort dû à la radiation !» Mais oui, mais il y a des centaines de gens qui se suicident à cause de l'accident nucléaire, indirectement. Et puis, s'ils ne se suicident pas, de toute façon, ils tomberont malades. Donc, je ne vous rappelle pas ma terrible liste de cancers, de maladies non cancéreuses, mais qui peuvent être également très graves, comme des hypothyroïdies, dont on a beaucoup souffert en France après Tchernobyl, malformation congénitale, anomalie génétique transmissible de génération en génération. À droite, c'est des photos que vous avez déjà vues pour ceux qui n'ont pas loupé la salle exposé débat. En haut, cette grosse cellule-là, avec son noyau violet, c'est une cellule cancéreuse de nature lymphoïde. Au milieu, c'est bien sûr un cancer de la thyroïde, un cancer dit papillaire, c'est-à-dire que c'est le type histologique. Vous savez que je suis anapathe, donc je connais bien l'aspect de ces différents cancers au microscope. Eh bien, les cancers papillaires sont ceux qui sont radio-induits. Enfin, du moins, ils ne sont pas toujours radio-induits, mais les radiations ont tendance à donner ce type de cancer de la thyroïde, vous voyez, avec ces papilles. Et puis en bas, c'est en fait une analyse du génome, des différents chromosomes. Et je vous ai mis une trisomie 21, ce qui est peu rappelé, mais les trisomies 21 sont favorisées, la survenue d'enfants trisomiques est favorisée par la radioexposition. Là aussi, ça a été prouvé dans certains pays d'Europe après le passage du nuage de Tchernobyl. Ma conclusion numéro 1, mettre à l'arrêt les centrales électronucléaires, je ne vois pas d'autre moyen, et consacrer nos forces, notre argent, nos ingénieurs, nos scientifiques, qui devraient être à notre service au lieu d'être au service de leur propre carrière, de tenter d'éviter une catastrophe, parce que c'est pas parce qu'on arrête les centrales que le risque de catastrophe est totalement écarté. Enfin, il est quand même sensiblement diminué. Tenter d'éviter une catastrophe et de limiter la dispersion des radionucléides, notamment par des techniques de démantèlement qui soient dignes de ce nom. Conclusion numéro 2, arrêter, là c'est une urgence, arrêter de produire une hyper-urgence. L'arrêt des centrales, pour moi, c'est une urgence. Là, c'est une hyper-urgence. Arrêter de fabriquer du plutonium. On sait que le plutonium qui est séparé à la Hague, à partir des déchets de nos centrales, ne sert à rien. Comme le rappelle souvent Michael Schneider de WISE, de l'association WISE, ce plutonium a une valeur marchande égale à 0. Nous en avons des tonnes dont nous ne savons que faire à part fabriquer de nouvelles bombes. Mais là, on n'a plus le droit d'en fabriquer des nouvelles, donc on modernise les nôtres. Ce plutonium ne sert à rien, ou alors il est recyclé pour fabriquer des combustibles, vous savez qu'on appelle MOX, et qui sont extrêmement dangereux, du fait qu'ils contiennent ce plutonium, qui est quand même le radioélément le plus toxique, et qui est parmi ceux qui durent des centaines de milliers d'années, autant dire l'éternité. Donc, l'usine de retraitement de la Hague, c'est vraiment une aberration totale. Déjà, tout le nucléaire est une aberration, mais alors là, c'est l'aberration des aberrations, quoi. C'est comme la bombe atomique, c'est une aberration à 150%, quoi. Et interdire les armes atomiques, donc non seulement d'en fabriquer de nouvelles, mais de moderniser les nôtres et simplement de les garder. Je vais vous donner les nouvelles qui sont très récentes et qui laissent penser que 2017 sera une charnière importante dans l'évolution des armes nucléaires. Pourquoi? Parce que en décembre 2016, l'ONU a décidé de faire un traité d'interdiction des armes nucléaires. Vous savez que les armes nucléaires sont actuellement autorisées pour les pays nucléaires,
pour 5 pays nucléaires qui ont signé le traité de non-prolifération, interdite pour les autres. Ceux qui n'ont pas signé le traité de non-prolifération, comme l'Inde, le Pakistan et Israël, ne relèvent pas de ce traité. Mais les armes nucléaires sont, par exemple pour la France, autorisées. Avec ce nouveau traité d'interdiction qui va voir le jour cette année, et c'est en ça que cette année c'est vraiment différent, eh bien les armes nucléaires de la France seront interdites. Donc, le titre « Voter pour l'interdiction des armes nucléaires », je ne sais pas exactement qui va voter, et c'est pour ça que c'est la première question que je pose. L'info de cette semaine est quand même assez intéressante, hein, puisque l'ambassadrice qui préside cette conférence qui va faire ce traité, eh bien, a produit un brouillon de ce traité, qui va être discuté à partir du 15 juin, donc dans 3 semaines. Et ce brouillon, déjà, prépare vraiment ce qui sera après l'acceptation par l'ONU en décembre. Ce brouillon prépare les choses de telle façon que tout serait assez simple à mettre en place, c'est-à-dire qu'avec 40 États qui seraient d'accord pour ce traité, qui signeraient et ratifieraient ce traité, le traité entrerait en vigueur. Évidemment, la France n'envisagerait pas de signer tout de suite. Vous savez qu'au niveau international, quand un pays ne signe pas un traité, il n'est pas censé le respecter. C'est toute la différence entre une loi internationale et une loi nationale. Vous connaissez le gag. Si vous vouliez conduire et qu'en France il y ait une loi internationale qui régisse la France, l'intérieur de la France, que ce soit sous le régime de type international, eh bien vous pourriez conduire à 200 à l'heure à contre-fil sur l'autoroute, à condition de ne pas avoir le permis de conduire. Voilà. Donc quand vous avez signé un traité, vous devez le respecter, mais si vous ne l'avez pas signé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc qu'est-ce qui va se passer après ce traité? C'est aussi ça que je veux évoquer aujourd'hui. Alors, je commence par le gag du mois de février. C'était donc, c'est le mois de mars, c'est une erreur sur le transparent. Donc les pays se sont réunis quelques jours à l'ONU en mars pour décider de l'organisation de ce traité. Et eh bien, l'ambassadrice des États-Unis, l'ambassadeur, le représentant de la France et de la Grande-Bretagne sont venus pour essayer d'empêcher les pays d'accéder à la conférence. C'était la première fois que la France manifestait comme ça à l'ONU. Voilà le gag de la photo. Ils se sont mis devant l'entrée de la conférence pour dire il ne faut pas y aller, c'est un traité qui n'aura aucune suite, qui n'est pas intéressant, qu'il ne faut pas faire. Et donc les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont essayé d'empêcher la tenue de cette conférence. Les pays qui étaient présents, les États sont là, il y en a 132 sur les 192 de l'ONU, c'est quand même pas mal, 132. Et vous remarquez en rouge, j'ai mis les Pays-Bas. Pourquoi? Parce que les Pays-Bas sont un pays qui héberge des armes nucléaires, et qu'un pays qui héberge des armes nucléaires, qui est pour un traité d'interdiction des armes nucléaires, ça fait un peu désordre, et croyez-moi que les Pays-Bas ont eu beaucoup de pression de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Je rappelle ici, pour des chiffres que tout le monde connaît parmi vous, je suppose que ce n'est pas la première fois que vous vous intéressez au désarmement nucléaire. Donc ça, c'est l'état des arsenaux actuels, qui sont répertoriés par le CIPRI, qui est un organisme à Stockholm pour analyser toutes les situations sur les armements. Et en fait, ce qui est vraiment dangereux dans ces arsenaux, ce sont les bombes qui sont en état d'alerte, puisque en quelques minutes, elles peuvent être déclenchées pour aller frapper dans le quart d'heure qui suit n'importe quel endroit de la planète. Un autre problème qu'on a en Europe, vous le savez, ce sont les bombes américaines qui sont dans les bases de l'OTAN. Il y a plus de 200 bombes qui sont dans les bases de l'OTAN et qui vont cette année et l'année prochaine être modifiées pour être renouvelées avec des bombes qui ne seront pas juste gravitationnelles, c'est-à-dire qu'on lâche avec l'avion sur l'endroit où on veut bombarder comme à Hiroshima ou Nagasaki, mais qui vont être équipés dans des missiles qui pourront donc tirer à distance, ce qui est une modernisation assez nouvelle et donc très inquiétant. Donc pourquoi la situation n'a rien à voir avec Hiroshima et Nagasaki? Essentiellement pour plusieurs raisons, à cause des nouveaux types de bombes et des nouveaux types de sociétés dans lesquelles on vit.
D'abord, les bombes sont 10 à 1000 fois plus puissantes actuellement que celles d'Hiroshima et Nagasaki. Les villes dans lesquelles on vit et qui pourraient être des cibles sont organisées de façon très différente. Il y a des dépôts industriels, il y a des centrales nucléaires pas loin, et il y a des ramifications de réseaux qui font qu'une ville qui serait bombardée concernerait toute la région, voire tout le pays. Imaginez que la ville de Lyon soit bombardée, c'est la moitié de la France qui est paralysée, avec en partie le nord de l'Italie et la Suisse. Donc on ne peut pas comparer un bombardement de type Hiroshima à un bombardement qui serait un type actuel, des bombes actuelles. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau international? Eh bien, il y a 2 traités qui sont en discussion au niveau de la communauté internationale, des pays nucléaires, entre autres. C'est le traité d'interdiction complète des essais et le traité d'interdiction de production de matières fissiles, de plutonium, entre autres, mais aussi l'uranium enrichi, qui peut faire aussi des bombes. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces 2 traités? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a une paralysie totale et ces 2 traités n'arrivent pas, finalement, à remplir les conditions dans lesquelles ils devraient fonctionner normalement. Je vais y revenir. Le traité d'interdiction des essais nucléaires. Celui-là, il est reconnu par l'ONU et donc, en principe, les pays concernés doivent le signer et le ratifier. Dans la pratique, il y a 44 pays qui devraient le signer et le ratifier, et il y en a plusieurs qui refusent, et donc ce traité ne peut pas entrer en vigueur. Les États-Unis, la Chine, la Corée du Nord, l'Égypte, Israël, l'Iran, l'Inde et le Pakistan. Donc vous voyez, dans cette liste de pays qui refusent de signer ce traité, il y a des pays qui ont des armes nucléaires, et donc ce traité, dans les faits, ne peut pas rentrer en vigueur. Alors, dans la pratique, il y a une organisation qui s'appelle le CTBTO, l'organisation du traité d'interdiction des essais, et ce CTBTO a des sismographes partout, donc ce CTBTO peut détecter toute explosion nucléaire n'importe où sur la planète. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a des essais qui sont faits en Corée du Nord. Donc dans la pratique, les pays nucléaires ne font plus d'essais à part la Corée du Nord. Donc il y a une sorte de moratoire, si vous voulez. Mais le traité lui-même n'est pas entré en vigueur et régulièrement, aux réunions du traité de non-prolifération, où les États se retrouvent chaque année, plutôt plusieurs fois par période de 5 ans, eh bien, dans ce traité, dans ces réunions, on dit toujours au pays, il faut signer et ratifier le traité d'arrêt des essais, et c'était un leitmotiv qui revient depuis 20 ans. Donc, ça c'est pour ce traité qui n'avance pas. Le projet de traité d'interdiction de production de matières fissiles, lui, alors là, il est dans les limbes. Lui, il n'a pas encore démarré en discussion. Et il y a une conférence qui siège en permanence, qui s'appelle la conférence du désarmement, qui siège en permanence à Genève, à l'ONU à Genève. Donc, cette conférence du désarmement essaye de faire un ordre du jour pour discuter des questions importantes de désarmement, et elle n'a pas encore réussi, depuis 20 ans, à se mettre d'accord sur l'ordre du jour. Donc là, c'est l'immobilisme complet. Et en fait, ce traité d'interdiction de production de matières fissiles est complètement bloqué parce que le Pakistan veut fabriquer du plutonium pour faire des bombes, et donc il n'y a aucune chance qu'on fasse un traité d'interdiction alors que des pays veulent continuer à fabriquer des matières fissiles. Et en plus, ce qui est dissuasif pour faire un tel traité, c'est que les stocks existants ne sont pas remis en cause. Donc le Pakistan, lui, n'a pas de plutonium, mais les autres pays comme la Russie a 600 tonnes d'uranium-235 et 90 tonnes de plutonium. Avec 5 kg de plutonium, vous faites une bombe. Avec 11 kg d'uranium, vous faites une bombe. Donc vous voyez, vous faites la division de 600 tonnes par 11 kg, et vous savez combien de bombes on peut faire immédiatement. On a la matière fissile. La France, on est bien placé, on a 26 tonnes d'uranium-235 et 6 tonnes de plutonium. Alors il s'agit de plutonium de qualité militaire, hein, c'est-à-dire vous mettez 5 kg, ça pète. Tandis que le plutonium de la Hague, il faudrait de 11 kg, donc c'est pas beau, 11 kg. Donc voilà, donc nous, les militaires, ils sont très très performants pour optimiser les bombes. Alors j'en arrive au problème actuel du désarmement nucléaire, et c'est là qu'on va arriver sur la nécessité d'un traité d'interdiction. Donc là, la conférence du désarmement est bloquée à Genève, le TNP est bloqué parce que les USA, les États-Unis ne veulent pas
du traité d'interdiction des essais. Il y a eu un projet de convention d'élimination qui a été fait dans les années 90, personne n'en veut. Et donc les pays nucléaires continuent à dire, la France en particulier, dit qu'il faut continuer pas à pas à essayer de désarmer. Mais les pas à pas n'existent pas puisqu'on ne fait jamais un pas. Donc quand vous dites à quelqu'un de faire des pas, eh bien c'est bien, mais s'il ne fait pas de pas, il ne fait pas de pas. Voilà. Donc c'est planté. Donc depuis 2010, les pays non nucléaires ont changé complètement leur fusil d'épaule, on pourrait dire, ça c'est un jeu de mots mauvais pour l'arme nucléaire, hein. Mais les pays non nucléaires se sont dit, c'est planté, et donc il faut faire autre chose. Et l'autre chose, ça a été la proposition d'un certain nombre de pays, dont je vais parler tout à l'heure, d'un certain nombre de pays, plus d'organisations non gouvernementales, qui se sont regroupées dans une campagne qui s'appelle ICANN, Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. La proposition, ça a été de dire, c'est nous qui prenons maintenant l'initiative. Les pays nucléaires ne peuvent pas prendre l'initiative, donc nous prenons, nous, pays non nucléaires, l'initiative, en discussion avec la société civile, pour faire un traité d'interdiction. Et comme ça sera clair, les armes nucléaires sont interdites. Ça a été en 2010 la découverte intellectuelle des pays non nucléaires, et ça s'est continué en 2013, 2014 et 2015 par des conférences qui se sont réunies sur la thématique des conséquences humanitaires inacceptables. C'était important de mettre ça par rapport au fait que s'il y a un échange nucléaire, s'il y a des bombes qui tombent sur une ville, eh bien ça n'est pas gérable. Aucune communauté humaine ne peut faire face à des bombardements classiques, même s'ils sont en petit nombre, et encore moins évidemment s'il s'agit d'une guerre généralisée, puisqu'à ce moment-là, vous connaissez tous l'hypothèse de l'hiver nucléaire, où le nuage de fumée recouvrirait la Terre et on perdrait les récoltes pendant plusieurs années. Donc ça s'est terminé par un appel final qu'on appelle l'engagement de l'Autriche. Et donc vous voyez que l'Autriche, donc un pays européen, a eu un rôle fondamental dans cette dynamique pour dire il faut maintenant passer à l'étape suivante. Après ces 3 conférences, l'Autriche a dit il faut faire maintenant un traité d'interdiction de possession des armes nucléaires. Donc la grande nouveauté de ce processus, eh bien, c'est que d'abord ce sont des pays non nucléaires qui ont l'initiative. Ensuite, ça serait un changement de législation internationale qui a fait ses preuves pour les armes chimiques et bactériologiques et les mines antipersonnelles. Donc c'est un scénario qu'on sait positif. Et ensuite, les ONG sont associées de façon étroite à ce processus. Au mois de mars, les ONG françaises étaient à côté, siégeaient à côté des ambassadeurs. Et là, au mois de 15 juin au 7 juillet, nous allons à nouveau à New York siéger à côté des ambassadeurs avec le même droit de parole pour dire comment ce traité, nous le concevons et nous voulons qu'il rentre en vigueur. Donc il y a eu des traités pour les armes biologiques, les armes chimiques, les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions. Eh bien le dernier traité qui doit être fait, c'est le traité sur les armes nucléaires. Donc le vote historique qui a été fait le 23 décembre 2016, c'est-à-dire il y a quelques mois quand même, c'est pas très vieux, et c'est pour ça que cet exposé, c'est vraiment l'actualité. C'est des pays qui ont voté sur l'organisation de ce traité à une majorité de 76%. À l'ONU, faire un vote à 76% des votants, c'est extraordinaire. D'habitude, c'est du 50 et quelques % dans le meilleur des cas. Là, c'est 76%. Donc 76%, c'est une énorme majorité. Alors, ce qu'il faut voir dans un vote comme ça, c'est que à l'Assemblée générale de l'ONU, le vote se passe avec les pour, les contre, et il y a des abstentions. Mais quand on fait le score, on ne compte que les pour ou les contre. C'est comme en France pour le président de la République. Les abstentions, les votes blancs, si on les compte, on dit voilà, ça existe, mais ce n'est pas ça qui fait la majorité. Donc à l'ONU, ça se passe comme ça. Ce qui fait dans un cas comme ça, la différence, c'est que quand vous avez une grosse majorité qui se dégage, ceux qui s'abstiennent favorisent en pourcentage la majorité, parce qu'ils ne sont pas comptés, et donc la majorité devient proportionnellement plus importante. C'est tout simplement un effet
un effet lié à ne pas prendre en compte les abstentions. Ça, c'est le truc qu'on a en France pour élire le président de la République. Hein. Donc ça se passe aussi à l'ONU. Alors les pays qui se sont abstenus d'une certaine façon dans ces conditions-là, ils approuvent sans vouloir le dire. Ils approuvent le vote majoritaire, tout simplement en ne participant pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir qui se sont abstenus, quels sont les pays qui sont abstenus. Il y a la Chine, l'Inde et le Pakistan. 3 pays nucléaires. Ils s'abstiennent, donc ils favorisent l'idée du traité sans vouloir dire on est pour un traité. Alors là, le gag, c'est la Corée du Nord qui a voté pour. Donc ça, c'est difficile de savoir si c'est de la provocation ou une pensée vraiment politique importante. Mais la Corée du Nord a voté pour. Alors maintenant, en Europe, ce qu'il faut voir, c'est les pays qui ont voté pour, ceux qui sont vraiment pour un traité d'interdiction. Ça aussi, c'est intéressant. Il y a l'Autriche, Chypre, l'Irlande, la Suède, et dans les abstentions, il y a la Finlande, les Pays-Bas et la Suisse. Notez les Pays-Bas qui hébergent les armes nucléaires. Donc ça, c'est le score de décembre. Alors en plus de ce vote à l'ONU, il y avait le Parlement européen qui avait quasiment au même moment un vote sur l'intérêt d'un traité d'interdiction des armes nucléaires. Alors là, c'est extraordinaire parce que tous les pays européens se trouvent au Parlement européen, hein, en particulier tous ceux qui sont évidemment contre le traité d'interdiction. Eh bien, les députés européens ont voté pour le soutien au traité d'interdiction, une majorité formidable de 77%. Donc tous nos députés en Europe sont pour un traité d'interdiction, mais évidemment les États ne le sont pas, à l'exception des quelques États qui sont mentionnés ici. Donc c'est assez intéressant de voir cette dynamique en Europe, parce que je vais y revenir tout à l'heure. Comment est-ce que les choses peuvent évoluer plus tard? Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un traité d'interdiction peut changer la situation? Et la situation peut être changée en particulier s'il y a des fissures qui se font dans certaines communautés et chez certains responsables. ICANN, c'est la campagne internationale. C'est une campagne, ICANN. Ce n'est pas une association, c'est une campagne. Il y a une association qui s'est faite en France parce que la structure campagne n'existe pas dans la législation française. Donc on a fait une association qui s'appelle ICANN France. Mais au niveau international, ICANN est une campagne. Quand on est face à une situation comme ça, on peut se dire, dans un pays comme la France, comment comprendre les gens qui sont pour l'arme nucléaire? Bon, certainement, si vous êtes représentatif de la situation de la population française, en principe, une grande partie d'entre vous sont pour les armes nucléaires. Je ne sais pas si vous êtes représentatif. Mais tout dépend de ce qu'on appelle être pour ou contre l'arme nucléaire. Parce que vous savez que le ministère de la Défense fait tous les ans un sondage. La question du sondage du ministère de la Défense, c'est: est-ce que vous pensez que l'arme nucléaire est un plus pour la France? Réponse 80% oui. Vous pourriez dire, ça veut dire que 80% des gens sont pour l'arme nucléaire. Mais c'est pas exactement ça la question, c'est est-ce que c'est un plus? Ça veut dire quoi un plus? On ne sait pas. Hein. Si c'est un plus parce que ça donne du travail à des gens qui font du travail inutile parce qu'on ne sait pas comment les faire travailler, c'est un plus. Donc, tout dépend de la façon de poser la question. Il y a d'autres questions qui existent dans les sondages. Il y a le Mouvement de la Paix a fait un sondage, la CDN a fait un sondage, un certain nombre d'associations ont fait des sondages où, évidemment, en posant la question de façon très différente, on a aussi 80% de gens qui disent que ce n'est pas un bon choix de faire une arme nucléaire. Donc, ce qui est intéressant à étudier, c'est qu'est-ce qu'on peut comprendre chez les gens qui sont pour l'arme nucléaire, qui se disent vraiment pour l'arme nucléaire. Une fois par mois, je vais devant le ministère de la Défense, on est quelques-uns, on a des banderoles abolition des armes nucléaires, on a des masques blancs, des tenues noires pour impressionner le public, donc on a tous les gens qui passent et qui vont travailler au ministère de la Défense. Évidemment, là-dedans, il y en a quand même beaucoup qui sont pour l'arme nucléaire, ils nous le disent d'ailleurs, des fois ils nous injurient, rarement, et puis des fois ils nous disent, mais vraiment, vous n'avez rien à faire, quoi. Donc, quelle est la pensée des gens qui sont vraiment pour l'arme nucléaire et des personnes politiques qui disent il faut être pour l'arme nucléaire? C'est important. Il faut comprendre cette pensée-là. François Hollande, par exemple, en février de 2015, disait l'arme nucléaire est notre assurance vie, elle garantit notre sécurité et notre liberté.
Vous vous rendez compte que c'est incroyable parce que ça veut dire que tous les pays qui n'ont pas d'armes nucléaires, comment ils garantissent leur liberté? Enfin bon, on ne va pas chipoter là-dessus, mais c'est un peu exagéré d'aller jusqu'à ce niveau-là de défendre notre liberté. Parce que à ce moment-là, c'est vraiment inciter à la prolifération. Hein. Donc, là où c'est très 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 beau, c'est que en cas d'échec de la dissuasion, eh bien, on pourrait procéder à un tir d'avertissement pour rétablir la dissuasion. On ciblerait les centres de pouvoir, par exemple, on ciblerait un ennemi, ciblerait l'Élysée, et puis voilà, juste l'Élysée, vous voyez. Hein, tout ça, mais le problème, c'est que Versailles est détruit aussi dans la foulée. Mais bon, je veux dire, Versailles, c'était aussi un centre de pouvoir. Donc, voilà, il ne faut pas charrier. Hein. Alors, les concepts utilisés sont intéressants à comprendre. Parce qu'à partir du moment où on fait des faux sens dans des arguments, qu'on utilise des mots dans le sens où ils ne sont pas à être utilisés, eh bien on peut mener les gens un peu n'importe où. Parce qu'on déforme la pensée des gens. Sémantique. Par exemple, une arme. Qu'est-ce que c'est qu'une arme? Réfléchissez à ce que c'est qu'une arme. Une arme, c'est soit fait pour se défendre, soit fait pour attaquer. Mais il faut avoir ces deux aspects-là. C'est le bouclier ou l'épée. Est-ce que l'arme nucléaire est faite pour se défendre? Non. Si on vous attaque, l'arme nucléaire, elle ne va pas vous défendre. Elle est présente. Si vous avez à l'utiliser, c'est la destruction de tout le monde. L'arme, c'est pour détruire l'ennemi, ce n'est pas pour s'autodétruire tous. Donc l'arme nucléaire n'est pas une arme. Ça, c'est très important au niveau conceptuel. L'arme nucléaire est une pression psychologique. Ça n'est pas une arme. Même chose pour une assurance vie. Qu'est-ce que c'est qu'une assurance vie? C'est pour donner le patrimoine aux descendants. Là, il n'y a pas de patrimoine, puisque là, tout avait tout détruit, et il n'y a pas de descendants, ils sont tous morts. Donc ça ne peut pas être une assurance vie. Donc à partir du moment où vous utilisez un vocabulaire faux, eh bien vous menez les gens où vous voulez. Ça n'est pas une arme, ça n'est pas une assurance vie. Le Sénat a discuté il y a quelques années pour faire un livre blanc pour conseiller le gouvernement. C'est pas il n'y a pas très longtemps, hein, c'est en 2000, je n'ai pas mis la date, il y a 5 ans. Et ce qui était intéressant, c'était que les conseils du Sénat, c'était il faut continuer jusqu'en 2070 à faire nos armes nucléaires, mais, et ça c'est très intéressant comme phrase, si nous avions à décider maintenant d'un programme nucléaire, si nous n'avions pas d'armes nucléaires, eh bien ça serait inutile d'en faire un. Alors ça, c'est l'aveu que ça ne sert à rien. C'est l'aveu que ça ne sert à rien parce qu'on n'en ferait pas. Si on n'en avait pas, on n'en ferait pas. Donc on les garde par inertie. Par inertie intellectuelle d'abord, hein, et industrielle aussi, parce que ne parlons pas trop des industriels, mais il y a des gens qui font de l'argent. Il y a une directive que j'aime bien citer, parce que tout le monde parle du terrorisme. L'arme nucléaire est une arme terroriste dans la mesure où on prend des populations en otage. Mais c'est intéressant de voir qu'au niveau européen, encore au niveau européen, hein, il y a eu une décision cadre du Conseil de l'Europe. Vous savez que le Conseil de l'Europe, c'est l'exécutif de l'Europe, ce sont les chefs d'État. Ce n'est pas comme le Parlement ou la Commission. Le Conseil, ce sont les chefs d'État et ils décident. Et quand ils décident quelque chose, c'est opérationnel. Il y a une décision cadre du Conseil de l'Europe qui dit que chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit considéré comme infraction terroriste, le mot est important, les actes intentionnels visés par les points suivants, la possession d'armes nucléaires. Et prenez ces mots côte à côte, la possession d'armes nucléaires est un acte terroriste. C'est fantastique. Et ce sont les chefs d'État européens qui l'ont dit. Alors évidemment, dans la décision cadre, c'est virgule, sauf pour les États. C'est uniquement valable pour les individus, mais pas pour la France et la Grande-Bretagne, ni pour les États-Unis. Donc les États, d'une certaine façon, ne relèvent pas du terrorisme international, mais c'est seulement les terroristes individuels ou des groupes. Les Anglais ont décidé l'année dernière de continuer à faire un programme nucléaire, et là où ils vont avoir un problème avec le Brexit, c'est que la base de Faslane qui est en Écosse et où leurs sous-marins sont hébergés, eh bien, si l'Écosse est indépendante, l'Écosse déjà a dit qu'elle ne voulait pas de cette base nucléaire, donc ils vont avoir un gros problème financier pour faire une autre base nucléaire.
Ça, c'est l'histoire amusante si elle se produit. Le coût des armes nucléaires, j'aime pas tellement en parler parce que il y a des gens qui disent ça coûte très cher. C'est vrai que ça coûte très cher. Mais si on compare ce coût à d'autres choses, ça coûte rien. C'est l'idée de l'assurance vie. Donc, moi, je discute souvent avec des gens qui sont pour l'arme nucléaire. Hein. Soit des experts, soit des responsables politiques, soit des gens qui passent et qui vont travailler au ministère de la Défense. Et le débat sur le coût, et c'est vrai, n'est pas simple avec eux. Parce que le budget de la France, c'est 400 milliards d'euros. Le budget de l'État français, 400 milliards d'euros. On est chaque année en déficit parce que l'impôt ne rapporte que 300 milliards. Enfin, oublions cet aspect-là. Donc, l'arme nucléaire coûte 4 milliards par an. 1%. 1%, mais attendez, c'est peanuts, c'est ridicule. Voilà l'argument des politiques. C'est pas mon argument à moi, c'est l'argument des politiques. Donc c'est pas simple de dire aux gens, à des politiques comme ça coûte cher, faites autre chose. C'est ce que disent les Anglais, mais les Anglais, eux, leur budget n'est pas tout à fait le même et ils sont beaucoup plus ric-rac que nous sur certains aspects. Ils ont plus de mal à financer l'arme nucléaire, mais c'est vrai que c'est un débat pas simple, le prix, mais pour l'humanité, si vous réfléchissez au prix auquel ça correspond, c'est, pour les armes nucléaires de tous les pays, c'est 100 milliards d'euros par an. 100 milliards, vous faites d'autres choses avec 100 milliards d'euros par an. Et sur une décennie, c'est 1000 milliards d'euros par an. Donc si on prend la totalité, et si la France fait des armes nucléaires, c'est parce que aussi d'autres en font, et que plusieurs en font, et qu'il y a beaucoup d'industries qui travaillent là-dessus, eh bien, c'est un gâchis monstrueux par rapport aux autres urgences de l'humanité. Avec 1000 milliards, vous pouvez résoudre beaucoup de problèmes de l'humanité. Alors, pour continuer sur les difficultés en Europe, il y a un accord entre les États-Unis et chacun de ces pays-là. Si le pays demande à ce que les armes retournent aux États-Unis, les États-Unis doivent accepter. C'est une convention entre le pays et la... Mais, attendez, c'est là que vous voyez la subtilité de la politique, ça c'est merveilleux. Ça se passe dans le cadre de l'OTAN. Ce sont des armes qui sont dans le cadre de l'OTAN, ce sont des bases de l'OTAN. Et dans l'OTAN, on discute de ces armes. Et la France, récemment, a pu revenir dans l'OTAN pour pouvoir mettre son grain de sel ou sa politique ou tout ce que vous voulez. Et la France a dit à la dernière réunion, enfin une réunion il y a une dizaine d'années, la France a dit c'est une bonne idée, effectivement, mais d'une certaine façon, il faut qu'il y ait une cohérence entre tout ce qu'on fait, et je propose qu'il faille l'unanimité de l'OTAN pour une décision comme ça. Alors tout le monde a dit, ben, la France a raison. Donc il faut attendre l'unanimité pour que ces armes des 5 pays retournent aux États-Unis, et non pas les conventions de pays aux États-Unis. Donc ça serait une nouveauté. Tout le monde était d'accord avec la France. Alors après, on va voter. Vous êtes pour? La France est contre. Ah, la France est contre. Ah ben il n'y a pas l'unanimité. Et donc on garde les armes en Europe. Vous voyez comme c'est beau la politique. Alors, le problème en France, c'est pas seulement un problème de vocabulaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des problèmes, mais c'est pas seulement ça. C'est plus profond. Et il y a quelques témoignages anecdotiques peut-être, mais révélateurs, qui sont intéressants à noter. Un jour, le directeur de la direction des applications militaires a fait un exposé à l'Assemblée nationale pour expliquer l'état de la dissuasion nucléaire française, le niveau d'armes, le niveau de technologie, notre excellence. Et il y a un député qui a dit, mais monsieur le directeur, oui, l'arme nucléaire, bon, la dissuasion, oui, mais donnez-nous un exemple où le président de la République utilise l'arme nucléaire dans son argumentaire, dans sa diplomatie. Donnez-nous un exemple. Eh bien, le directeur a répondu, mais monsieur le député, l'arme nucléaire sert tous les jours au président. Tous les jours. Oh. Tous les jours. Alors ça veut dire quoi? Là, au début, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais il déraille, parce que je veux dire, d'habitude, il a un conseil des ministres, il parle de choses et d'autres. Pourquoi l'arme nucléaire lui servirait tous les jours? Eh bien, réfléchissez. Elle sert tous les jours parce qu'elle lui donne la domination
sur ses collègues autour de lui. C'est grâce à l'arme nucléaire qu'il est au-dessus de tout le monde, par rapport aux ministres, par rapport à la population française. C'est le marqueur de puissance du président. Ça n'est pas du tout une arme, c'est un marqueur de puissance. Et c'est pour ça qu'elle lui sert tous les jours. Et c'est la même chose pour les autres présidents. Pensez à Obama qui va à Hiroshima pour faire un discours l'année dernière. Eh bien, à côté de lui, il avait son aide de camp qui avait la valise avec les codes nucléaires. Ça fait quelque chose, ça. Le président des États-Unis, il fait un discours à Hiroshima avec les codes à côté de lui. C'est lui l'homme le plus puissant. Et souvenez-vous, Hollande, la première chose qu'il a faite, il a été sur un sous-marin nucléaire pour montrer que c'est lui. Et qu'est-ce qu'on parle au niveau de la passation des pouvoirs? Eh bien, on va à l'Élysée pour échanger les codes. Ça, c'est important. Donc, l'arme nucléaire sert tous les jours au président pour marquer sa domination sur ses concitoyens, sur son environnement politique et au niveau international, évidemment, sur les autres pays. Ça, c'est intéressant. Alors maintenant, deuxième réflexion aussi, qui permet de voir aussi comment, en profondeur, on est contaminé. Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, ça va changer sans doute, mais président en 2014, qui était convoqué pour conclure une conférence au Sénat, et qui a dit cette phrase extraordinaire: « L'arme nucléaire est une question identitaire pour la France, comme le fromage. » Ça vous clôt une conférence, après on ne peut plus rien dire. Et réfléchissez bien, il a parfaitement raison. Le problème c'est que le dire comme ça fait un peu exagéré, mais il a raison. Chez nos concitoyens qui sont pour l'arme nucléaire, hein, pas vous puisque vous êtes tous contre, mais chez nos concitoyens qui sont pour l'arme nucléaire, si la France n'avait pas d'arme nucléaire, on serait amoindri. Et c'est la question du ministère de la Défense. Est-ce que vous pensez que l'arme nucléaire est un plus pour la France? Eh bien, les gens qui pensent que c'est un plus, si on leur enlevait, ils auraient un moins. Alors, il se trouve que depuis un an, non, depuis 9 mois, je travaille avec un général. Le général Laine. Moi, je travaille souvent avec des généraux, mais celui-là est un cas particulier. Le général Laine a fait un document assez important, avec lequel on a beaucoup de points communs. Ça s'appelle le deuil d'Hiroshima. Donc, si vous allez sur Internet, vous tapez le deuil d'Hiroshima, vous aurez le document du général Laine. Son idée, c'est que l'arme nucléaire qui nous sépare des autres, d'une certaine façon, qui nous recroqueville sur nous-mêmes, pour toutes les raisons que j'ai données avant, c'est un autisme politique, mais qui est assimilable à un trouble psychotique. C'est-à-dire que vous avez un problème dans votre psychiatrie personnelle, enfin, de l'État ou des dirigeants, avec l'arme nucléaire. Réfléchissez bien, vouloir exercer une domination par la terreur. Imaginez bien, si c'était un individu, ça serait complètement un malade. Un malade. Exercer une pression, une domination sur un quelconque autre individu par la terreur, c'est un malade mental. Donc l'arme nucléaire, c'est en fait pas du tout une arme, comme je dis, c'est pas du tout une dissuasion, c'est un simulacre de puissance. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est pas tellement pour convaincre les gens qui sont pour l'arme nucléaire que ça va vous servir, mais c'est pour comprendre comment vous pouvez les aider à progresser, comme le psychiatre va aider à progresser son patient. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est plus rationnel, qui réagit avec qui réagit avec des présupposés que vous avez du mal à raisonner, eh bien, cette personne-là, il faut l'aider à progresser. Et ce n'est pas simple dans le cas d'une maladie de type psychiatrique. Alors, prenons les questions les unes après les autres. La question identitaire, là, la question de Claude Barthelone fait comme le fromage. C'est intéressant parce que l'identité, même si l'arme nucléaire fait partie de notre identité, mais l'identité peut évoluer. Il y a un siècle, l'identité de la France, c'était les machines à vapeur. On était le pays qui avait une industrie énorme liée au charbon, avec la vapeur, les trains. On était quasiment les plus compétents dans l'industrie ferroviaire. Peut-être pas les seuls, mais les plus compétents. Parmi les grands pays compétents, ça fait partie de notre identité. Bon.
La guillotine, c'était plutôt il y a 200 ans, ça faisait partie de notre... Tout le monde connaît la guillotine, hein, comme les fromages. Enfin non, j'exagère. Donc, si vous voulez, la guillotine faisait partie de notre identité. Elle n'en fait plus partie. Personne ne va vous dire que la guillotine continue à faire partie. Donc, l'identité peut évoluer. Et ça, c'est fondamental, parce que si quelqu'un nous dit, comme Claude Barthelone, c'est comme le fromage, on va lui dire, c'est pas comme le fromage. Parce que le fromage, on veut le garder, mais l'arme nucléaire, on ne veut pas. Et donc, notre problème, c'est de voir comment notre identité évolue pour supprimer l'arme nucléaire. Alors, ça, c'est important. La question du rôle du père est aussi une question qui est sous-jacente. On n'en ai pas du tout parlé, mais je voulais juste le noter là. C'est que dans les problèmes psychiatriques qu'on rencontre, il y a toujours le problème du père. Le père qui, d'une certaine façon, vous a donné pour toujours votre orientation, votre pensée et votre avenir. Et ça, c'est important parce que, de temps en temps, les gens en parlent, mais le général de Gaulle nous a dit que l'arme nucléaire était bonne, que ça empêchait les invasions, que ça nous garantissait que plus jamais on connaîtrait la défaite de 1940. Et ça, c'est notre père spirituel. Et comment on tue le père? Parce qu'en psychiatrie, il faut tuer le père. C'est ça notre problème. Et on n'arrive pas à tuer le père parce qu'on ne reconnaît pas qu'on a cette dépendance, et cette dépendance qui nous, d'une certaine façon, paralyse pour le futur. Et lors de la première explosion au Sahara, vive la France! La question du marqueur de puissance est une question aussi de fond. Inévitablement, c'est vrai, on en convient, l'arme nucléaire est un marqueur de puissance. C'est grâce à ça que le président de la République a un sceptre qui le montre de façon distincte de tout le monde. Mais le problème, c'est si on la supprime, comment on remplace ce marqueur de puissance? Il en faut des marqueurs de puissance. Il faut de temps en temps que des gens puissent montrer qu'ils sont, d'une certaine façon, avec une influence prépondérante par rapport à d'autres, qui décident, que ce sont les chefs, etc. Donc le problème, et aussi en relations internationales, ce qui n'est pas simple, parce que le marqueur de puissance en relations internationales, c'est comment je vous domine et comment je vous impose mes vues. Donc le problème du marqueur de puissance, c'est compliqué. Comment vous remplacez l'arme nucléaire dans cette dynamique-là? Quel marqueur de puissance va être le nouveau marqueur de puissance à la place de l'arme nucléaire? J'ai des idées, hein, mais bon, ça sera pour le débat, vous me donnerez toutes les vôtres. Alors, il y a un dernier aspect que j'aime bien évoquer aussi, pour faire de la provocation dans les groupes comme le vôtre, c'est que combien il y a de fumeurs là? Les fumeurs? Non, il n'y a personne qui fume dans la salle. Ah, 1, 2, 3, 4. Bon, alors vous prenez avec quand même beaucoup de scepticisme tout ce que je vais dire. Mais le problème de l'arme nucléaire ressemble au problème du tabac. Pourquoi? Ah oui, mais je vous avais dit hein, que les fumeurs, je vous avais dit que ça, vous pouviez être sceptique. Hein. Non, parce que si vous voulez, pour l'arme nucléaire, il y a une sorte d'addiction. On a l'arme nucléaire, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est comme d'habitude, quoi. On a l'arme nucléaire, c'est un plus pour la France, voilà, on a l'arme nucléaire, on veut continuer à l'avoir. Donc il y a une sorte d'effet d'addiction. Mais si on regarde plus profondément, il y a des parallèles qui sont assez intéressants et vous allez voir qu'on revient après au traité d'interdiction. Comment est-ce qu'on commence à fumer? Pourquoi on commence à fumer? Premier type de question. Et deuxième type de question, pourquoi on arrête de fumer? Fumer, je veux dire, vous pourriez mettre exactement le mot arme nucléaire. Hein. Mais pourquoi on commence à fumer? On commence à fumer, autrefois, quand j'étais jeune, les adolescents avaient besoin de fumer pour montrer qu'ils étaient adultes. C'est le marqueur de puissance, un peu, le marqueur de social. Donc on fume pour montrer qu'on émerge. C'est moins vrai maintenant parce que le téléphone portable a pris cette dimension-là. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si on n'a pas de téléphone portable, on est un minus. Je veux dire au collège, c'est pas en fac, on a l'ordinateur. Mais le téléphone portable a pris la place de la cigarette. Pas complètement, parce qu'une fois que tout le monde a un téléphone portable, il faut un plus, donc la cigarette. Mais la cigarette passe en deuxième. Donc c'est pour marquer un effet de domination. Hein.
la cigarette, et aucun parallèle avec l'arme nucléaire. Donc, ensuite, comment on arrête de fumer? Ça, c'est une question intéressante. Alors, il y a des arguments pour les fumeurs, pour leur dire d'arrêter de fumer. Il y a le prix. Attendez, le prix, oui, ça a un effet, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tout le monde le sait. De toute façon, quand ça coûte trop cher en France, on va en Belgique. Voilà, on trouve des solutions. Le danger. On meurt. C'est écrit sur, tout le monde le sait, hein, c'est écrit sur le paquet « Fumée tue ». Fumée tue, d'accord, mais bon, l'arme nucléaire tue, mais bon, tout le monde le sait. Et alors, où est le problème? D'accord. La gêne pour l'entourage. Ça a commencé un peu à émerger. Ce n'était pas le cas dans mon enfance, hein, ou même dans mon début de vie professionnelle. Dans mon début de vie professionnelle, quand on avait une réunion de travail, eh bien, on ne voyait pas quasiment le fond de la pièce à cause de la fumée. On fumait au restaurant, on fumait dans les métros, on fumait dans les trains, on fumait dans les avions. Au cinéma. Au cinéma, on fumait au cinéma. Quand j'étais enfant, j'allais au cinéma et on voyait le projecteur dans la fumée. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est surréaliste maintenant. Surréaliste. Donc la gêne pour l'entourage a été perçue, c'est vrai, petit à petit, d'abord par les non-fumeurs et par les fumeurs aussi. Donc ça, c'est intéressant à noter. Mais comment les choses ont commencé vraiment à changer dans un pays comme la France? Écoute, reprenez l'histoire. Elle a commencé à changer de façon importante quand la loi a dit « fumer est interdit dans certains endroits ». Sur les lieux de travail, dans les trains. Moi, je me rappelle, dans les trains, ça a été long, hein, parce que j'ai vécu dans des... J'ai de temps en temps plus la place dans les non-fumeurs, j'allais dans la place fumeur. Et mes collègues qui étaient fumeurs prenaient des billets dans les places non-fumeurs parce qu'ils trouvaient ça plus confortable et ils allaient fumer dans la salle. Donc, Les restos aussi, ça a pris du temps. donc ça a pris du temps, mais c'est la loi qui a fait qu'il y a eu une brutalité dans les comportements des fumeurs. Et la loi est faite par qui? Par des non-fumeurs. Aucun parallèle avec l'arme nucléaire. Hein. Aucun parallèle. Donc, la loi change les habitudes des gens et leur comportement par rapport à la cigarette. Dernier point, quand un fumeur arrête de fumer. Parce que la loi lui autorise à fumer dehors. Ou chez lui. Alors, j'ai un témoignage extraordinaire. J'ai un témoignage extraordinaire que j'aime bien citer parce qu'il montre où est le problème. C'est la présidente de l'association des médecins allemande, elle s'appelle Xanthi Hall, et c'était une fumeuse, mais alors, pire, il y avait mal. Donc, elle donne ce témoignage-là, elle dit, quand j'allais chez ma belle-sœur, je cite Xanthi, quand j'allais chez ma belle-sœur, bon, elle me disait, il y a quelques années, elle me disait, écoute, tu vas dans la véranda pour fumer, j'allais dans la véranda. Puis après, ma belle-sœur m'a dit, écoute, tu vas plutôt dehors, parce que la véranda, bon, ouais, c'est pas. Donc j'allais dehors, et puis, et après, quand je rentrais, eh bien, elle faisait quand même la gueule, je dirais. Et j'ai réalisé que c'était mon odeur qui la gênait. Et du coup, j'ai arrêté de fumer. Très intéressant, pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est la pression sociale qui fait changer la mentalité. C'est pas les fumées tues ou le prix. C'est la pression sociale, comme quoi vous êtes un indésirable, un gêneur. Éliminer les armes nucléaires est possible. Et là, il y a un témoignage extraordinaire qui est relaté dans un livre qui vient de sortir. Ça s'est passé en 1986 à Reykjavik, une négociation entre Gorbatchev et Reagan. Je ne sais pas si vous êtes au courant, moi je l'ai appris récemment quand la personne qui est un travailleur de géopolitique internationale a écrit son livre. On a failli ne plus avoir d'armes nucléaires en 1986. Je vous rappelle l'histoire en quelques mots. Gorbatchev a demandé à Reagan de se rencontrer dans un endroit désert. Reykjavik, vous voyez, c'est un peu perdu. Hein. C'était un petit pavillon où les gens n'avaient pas de chaise, ils s'asseyaient dans les escaliers, enfin bon, bref. Et la délégation de Gorbatchev a rencontré la délégation de Reagan. Reagan donc, a été d'accord pour cette discussion. Et Reagan avait préparé un gros dossier avec plein de choses, toute la situation internationale. Et Gorbatchev, au début de la rencontre, a dit, écoutez, Monsieur le Président, je viens uniquement pour une seule chose. Je vous propose d'éliminer toutes nos armes nucléaires. Comme ça.
comme ça. Bah, Reagan, il a été sidéré. Tout son staff aussi. C'était incroyable, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, après avoir été désarçonné, il a dit, écoutez, il faut qu'on réfléchisse un peu, je vous propose de prolonger notre réunion d'aujourd'hui à demain. Donc le lendemain, il se retrouve. Reagan avait discuté avec ses conseillers, et Reagan dit, écoutez, non, nous, c'est pas possible, parce qu'on veut mettre en place, avec des armes nucléaires, on veut mettre en place un bouclier antimissile. Donc ça fait partie d'un très gros projet, et Gorbatchev a dit, écoutez, bien sûr, ma proposition c'est pour tout, toutes les armes nucléaires, qu'elles soient dans l'espace, à terre ou dans les sous-marins. Reagan a dit, écoutez, c'est pas possible. Alors Gorbatchev a dit, écoutez, je vous propose de faire un pas supplémentaire, on accepterait dans cette discussion, dans ce traité, on accepterait que vous continuez les études du bouclier antimissile dans vos laboratoires, les études, mais pas de mise en place du bouclier antimissile. Uniquement des études. Hein. Bon, ça c'est pas vraiment de la technologie, c'est réfléchir à ce qui pourrait être fait. Gorbatchev a dit, voilà, donc on accepterait que vous fassiez uniquement des études, mais pas la mise en place du bouclier. Rediscussion dans les apartés, et Reagan revient et dit, c'est non. Je refuse. Je veux absolument continuer à mettre mon bouclier antimissile et avoir des missiles nucléaires, et donc refus d'un désarmement général entre l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis. Donc vous voyez qu'on était à un cheveu de ça, un cheveu de l'élimination totale des armes nucléaires en 1986. Et ça c'est intéressant pour se mettre dans la situation actuelle. Dans la situation actuelle, on est complètement bloqué. On se dit, il va y avoir un traité d'interdiction, mais les pays modernisent, on est complètement bloqué. On ne voit pas comment on pourrait sortir de cet état nucléaire du monde. Mais en 1986, on a été à un cheveu du changement. Qu'est-ce qui ferait qu'on ne pourrait pas être encore à un cheveu? En fait, un traité d'interdiction ne concerne que les pays nucléaires qui sont pratiquement dans le nord de la planète. Si vous regardez les traités qui existent déjà au niveau d'interdiction des armes nucléaires, d'interdiction de possession, de fabrication, de menaces, etc., ils sont coloriés là par des traités régionaux au niveau de chaque continent. L'Amérique latine n'a plus d'armes nucléaires et tous les pays sont d'accord pour ne pas en avoir, toute l'Afrique. Donc si vous regardez cette carte, eh bien vous voyez que l'arme nucléaire est un problème dans les pays du Nord, mais pas un problème dans les pays du Sud. Les pays du Sud, de façon quasi majoritaire, à part l'Inde et le Pakistan, je ne sais pas trop si vous les mettez dans le Nord ou dans le Sud, mais à part l'Inde et le Pakistan, tous les pays de l'hémisphère Sud sont contre les armes nucléaires et ont signé des traités d'interdiction. Maintenant, l'autre question souvent qui est en faveur de la continuation des armes nucléaires, qui sont pour les pro-nucléaires, qui disent « c'est pas possible d'enlever toutes les bombes, regardez, il y en a 15 000 à l'heure actuelle, vous vous rendez compte, On avait 70 000 bombes nucléaires pendant la guerre froide. 70 000. Il y en a encore 15 000. Si vous regardez comment on est passé de 70 000 à 15 000, en gros, on en enlève 5 000 par an. Donc 15 000 bombes nucléaires, eh bien, il suffit d'attendre 3 ans. Si vous regardez la courbe de décroissance des armes nucléaires, eh bien, en principe, vers les années... si on avait continué, comme dans les années avant 2000, eh bien, on n'aurait quasiment plus d'armes nucléaires maintenant. Donc ça n'est pas du tout pour des raisons techniques, c'est uniquement pour des raisons politiques. On ne veut pas abandonner les armes nucléaires. Alors j'aime bien en conclusion citer des gens célèbres. Alors d'abord c'est Confucius que tout le monde aime bien parce que c'est quand même la pensée ancienne. Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Alors récemment on m'a dit oui mais les petites pierres il n'y a pas que vous qui les mettez, il y a aussi les États nucléaires qui font des étapes pas à pas. J'ai dit ouais, ça serait bien s'ils faisaient des étapes pas à pas, ils ne font aucun pas. Donc eux ils ne mettent pas de pierre et moi j'en mets. Voilà. Donc Confucius je pense a raison, il faut prendre les choses petit à petit pour finalement déplacer la montagne. Ensuite c'est Goethe, j'aime celui qui tente l'impossible. Merci Goethe, je suis content. Merci. Mais c'est quand même Mark Twain qui a quand même le fin mot d'histoire. S'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ce qu'on fait nous, parce qu'on ne pense pas que c'est impossible.
comment est-ce qu'il faut appréhender le monde en ce moment dans ce climat des armes nucléaires qui est un climat de terreur, comme vous dites, et dans ce climat d'incertitude à cause des réacteurs nucléaires. Mais on pourrait dire qu'il y a beaucoup d'autres incertitudes. Il y a le réchauffement climatique, il y a la perte de biodiversité. Si vous voulez faire le catalogue des ennuis qu'on pourrait avoir, il y en a assez long. Donc le problème, c'est comment est-ce qu'on fait dans un catalogue long de choses qui sont toutes menaçantes. Alors, soit on peut dire, bon allez, je vais cultiver mes tomates et puis je m'occupe plus que de ça, soit on se dit, il faut faire les choses petit à petit pour avancer. Et il y a beaucoup d'expériences, je reprends les tomates, de gens qui commencent à dire, oui, la société de consommation qu'on connaît, eh bien on la remet en cause et on va nous fabriquer nos produits, vivre d'une certaine façon, de façon différente, pour remettre en cause toute la société. Ça, c'est des réactions fondamentales. Donc, c'est pas, chez beaucoup de gens, il n'y a pas de pessimisme ou de terreur, comme vous le dites, mais il y a une volonté de faire des petites choses significatives pour changer les choses, changer les mentalités. Je voulais juste préciser tout à l'heure, c'était dans ta présentation, quand tu as parlé des falsifications, que l'ASN, qui est le gendarme du nucléaire, si je ne me trompe, est totalement impliqué, puisque l'ASN a couvert pendant de nombreuses années. Et donc voilà, c'est un autre problème, un problème supplémentaire des institutions. On est dans le mensonge permanent et c'est vrai que ça contribue aussi à générer, bon on voit la situation politique qu'on a, mais ça contribue à générer de la méfiance parmi la population. Parce que ça finit par se savoir malgré tout, quoi. Heureusement, mais d'un autre côté, voilà. Dans le domaine du militaire, c'est carrément du secret défense, donc c'est encore pire que les mensonges du nucléaire civil. Là, c'est du secret, tout simplement. Prenez le cas de Petrov, c'est pas complètement le secret défense, parce que dans certaines législations, il y a des levées du secret au bout d'un certain temps. Pour Petrov, par exemple, ça a été effectivement interdit de communication, et les soviétiques ont mis le veto sur toute information là-dessus, donc personne ne savait qu'on avait risqué l'apocalypse. Mais il s'est trouvé qu'au bout d'un certain temps, la levée du secret défense a existé pour cet événement-là, et on a su qu'on était passé à un cheveu, vraiment, de la guerre nucléaire, par erreur. Donc, en gros, ça s'est produit 6 ou 7 fois sur les 70 ans qui sont passés. On a failli avoir l'arme nucléaire utilisée soit en accident, soit en guerre, 6 ou 7 fois. Ce qui fait qu'un général américain à qui on a posé la question est-ce que pour vous l'arme nucléaire ça présente vraiment un intérêt de sécurité, il a dit écoutez, pour l'instant on n'a pas eu de guerre nucléaire, mais grâce à ça je crois en Dieu parce que si Dieu n'était pas intervenu, on n'avait aucune chance, on y passait. Pour les 7 fois où on est passé à côté, est-ce qu'on peut avoir des documents écrits? Est-ce qu'on trouve des liens? Alors, dans beaucoup de cas, on trouve des liens, oui. Il y a des livres qui ont été écrits sur un certain nombre de documents qui ont été donc déclassifiés. Il y en a quelques-uns qui n'auraient pas provoqué une guerre nucléaire. Par exemple, je vous donne un exemple mais qui est dupliqué dans plusieurs cas. C'est l'exemple d'un bombardier. Vous savez que les Américains, pendant la guerre froide, avaient en permanence des bombardiers avec des armes nucléaires qui circulaient et qui passaient au bord de la frontière de l'URSS pour être prêts à aller, c'est un peu le docteur Folamour si vous voulez, mais c'était réel. Hein, il y avait tout le temps des dizaines de bombardiers qui transportaient des bombes nucléaires et qui volaient, en vol. Donc prêts à se détourner pour aller en Union soviétique. Et là, il y a un bombardier qui, sur la côte est, un peu en dessous de New York, là, vers la Caroline du Nord, un bombardier qui s'est mis en vrille. Hein, donc, bon, les accidents d'avion, ça existe. Hein. Il s'est mis en vrille et en plus, deuxième coïncidence fâcheuse, les trappes des bombes nucléaires se sont ouvertes. Il y avait 2 bombes nucléaires. Donc les trappes il se met en vrille, il largue ces 2 bombes nucléaires. Donc, alors ça, c'était donc en dessous, un peu en dessous de New York, vous voyez, hein, à quelques centaines de kilomètres. Et c'était des bombes mégatoniques, c'est-à-dire c'est une bombe qui explose tout sur 20 km à la ronde. Donc, et puis avec les retombées plus loin radioactives. Donc, il se met en torche, qu'il y a 2 bombes. Alors, c'est des bombes, dans ces bombardiers-là, c'était des bombes, on appelle la gravitation, c'est-à-dire il y a un parachute qui descendait, comme les bombes d'Hiroshima,
qui permettait à la bombe de descendre doucement, et à partir d'une certaine altitude, détectée par un altimètre, eh bien la bombe devait exploser. Donc les deux bombes descendent, elles arrivent au sol, toutes les deux. Les Américains, évidemment, vont voir comment ces bombes sont dans quel état pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une bombe, bon, elle était tombée, toutes les sécurités avaient fonctionné. L'autre bombe, il y a 6 niveaux de sécurité dans une bombe nucléaire américaine. 6 niveaux. Et il faut valider les 6 niveaux pour que la bombe explose. Tous les niveaux avaient fonctionné et dit « Ok, la bombe explose », sauf le dernier niveau qui était un interrupteur. Vous savez, les trucs tout bêtes, là, on-off. Manuel. Ce niveau-là, c'était le dernier, il n'avait pas marché. Mais s'il y avait eu un choc sur l'interrupteur, la bombe aurait explosé. Bon, ça a été déclassifié aussi, parce que c'est un peu significatif. Il y a d'autres bombes qui ont explosé, il y a des bombes qui ont été perdues dans l'Atlantique, il y a des bombes qui ont été perdues dans l'Antarctique, il y a beaucoup de bombes qui sont tombées et qui n'ont pas explosé aussi. Mais celle-là, qui est analysée avec les 6 niveaux de sécurité, je trouve que quand même, c'est quand même... voilà, ça crée un malaise. Bon, il y a eu plein d'autres accidents, hein, qui sont, pour certains, moins graves. Mais en 83, il y a eu une autre occasion aussi, là où on a échappé de peu. Toujours en 83, quelques mois avant Petrov, non, quelques mois après, pardon, Petrov. C'était un exercice de l'OTAN qui avait lieu en Europe de l'Est, enfin en Europe centrale, un organisme, un exercice de l'OTAN qui consistait à simuler une attaque nucléaire de l'Union soviétique. Et donc les gens, entre les différents commandements militaires, s'envoyaient des informations, des ordres, et à la fin, on préparait une attaque de l'Union soviétique, nucléaire. Et à la fin, l'ordre a été dit dans les micros et dans les correspondants. Envoyez les fusées, on attaque. Les soviétiques ont donc entendu ça. Alors il faut avoir quand même un peu de sang-froid pour se dire que c'est un exercice de l'OTAN. Hein. C'était un exercice. Mais pendant toute cette dynamique d'exercice, il y aurait eu le moindre dérapage. Un avion anormal, à un endroit anormal, quelque chose qui serait passé pas conformément au programme prévu par l'OTAN et aux réactions prévisibles des soviétiques en conséquence, eh bien c'était la guerre. Parce que vous savez que les soviétiques quand même ont une angoisse de toujours, hein, enfin de toujours, hein, pendant toutes les années qu'on a vécues de la guerre froide, c'est qu'ils ont été attaqués par Hitler, alors que Hitler leur avait garanti de ne pas les attaquer. Quand vous avez comme ça quelque chose qui vous reste sur le cœur, donc l'OTAN qui dit on n'attaque pas, puis qui envoie dans les micros, attaquez, envoyez les fusées, c'est du bidon ou pas? Donc là aussi, on a risqué en 83, une autre fois, la guerre nucléaire, qui aurait été par erreur. Parce qu'en juillet de 83 de la même année, les soviétiques ont tiré sur un Boeing qui transportait des diplomates. Hein, c'était au-dessus de la Corée, je crois, justement, la Corée du Sud ou du Vietnam, je ne me rappelle plus. Et les soviétiques ont descendu un avion de ligne. Donc imaginez ça pendant l'exercice de l'OTAN, que les soviétiques descendent. Bon. Voilà, donc ça existe, oui, il y a des archives. Je voulais savoir, on dit souvent que le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont liés, et que, par exemple, en Iran, là, ces dernières années, on a beaucoup parlé du développement du nucléaire civil, et bon, qu'est-ce qu'il en est, comment on peut faire le lien, empêcher ça, enfin, je sais pas. Et puis aussi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on fait si on arrête si on va dans le sens du désarmement, qu'est-ce qu'on fait de ces bombes? Alors, je suis physicien nucléaire, alors je vais un peu vous faire une réponse technique, mais aussi en réfléchissant. Le nucléaire civil et militaire sont liés, d'abord historiquement, parce que c'est les mêmes réactions qui ont été découvertes, qui ont permis de faire la bombe. D'abord la bombe, et ensuite des réacteurs, nettement après des réacteurs, en se disant c'est un sous-produit. Donc les réacteurs civils sont des sous-produits des bombes nucléaires. Alors ça c'est lié technologiquement, parce que les processus sont les mêmes, c'est des réactions en chaîne, pour la fusion d'hydrogène c'est un peu différent, mais qu'importe.
Les raisons technologiques, scientifiques et historiques sont bien connues. Il y a un lien entre les deux, le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Ce qui est moins connu, c'est les raisons sociologiques ou politiques. Les raisons sociologiques et politiques sont liées aux appareils industriels qu'on a mis en place. À partir du moment où vous mettez un appareil industriel énorme pour fabriquer des bombes, ou pour avoir des scientifiques compétents, etc., des gens qui mettent de l'argent pour développer des industries, eh bien, ça crée d'une certaine façon une sorte de statu quo qui est impossible à modifier. Et la société, du coup, assume cette industrie, comme certains disent, de complexe militaro-industriel. Donc là, vous avez quelque chose une puissance réelle. On le voit aux États-Unis particulièrement, mais on le voit aussi en France avec les industriels qui travaillent pour l'arme nucléaire ou qui travaillent pour les réacteurs, qui sont les mêmes parce qu'ils ont les technologies. Donc ça, c'est l'aspect sociologique. Mais vous avez des aspects politiques plus graves, qui sont des aspects de domination. Comment vous dominez un autre pays avec des technologies que vous réservez, ou avec des technologies que vous empêchez les autres d'acquérir. L'arme nucléaire et civile, le nucléaire civil et le nucléaire militaire se ressemblent là. Parce que, réfléchissez, quand on vend une arme nucléaire, un réacteur nucléaire à un pays qui n'a pas forcément la bonne infrastructure pour continuer à surveiller les choses en termes industriels ou technologiques, eh bien, vous exercez une domination, parce que c'est vous qui allez fournir, d'une certaine façon, le suivi. Et donc, vous vendez quelque chose à quelqu'un qui va devenir complètement dépendant de vous. Donc ça, c'est la domination, vraiment, je dirais, politico-militaire, au sens général, industriel, dans le monde actuel. Avec les armes nucléaires, vous avez une domination qui est de type terreur, où vous avez certains pays qui peuvent dominer parce qu'ils disent, attention, on peut, nous, avoir l'utilisation d'armes nucléaires. Donc vous avez beaucoup d'aspects qui sont liés aux mentalités, liés à l'infrastructure militaire et industrielle, et aussi, évidemment, historique et scientifique. C'est pas vraiment une question, c'est plus une petite réflexion sur ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au lien entre le nucléaire civil et militaire. Je pense que c'est extrêmement important de lier les deux, et c'est bien que ce soir, même si on n'est pas très très nombreux, c'est bien effectivement qu'il y ait un débat sur à la fois le nucléaire civil et militaire, parce que dans les luttes antinucléaires par le passé, généralement ce lien n'était jamais fait, et si on repart effectivement du mouvement antinucléaire des années 50-60, il était simplement lié, et là c'était lié effectivement aussi à la guerre froide, justement on parlait de l'atome pour la paix, etc. Et donc on avait des antinucléaires qui se battaient uniquement contre le nucléaire militaire, et donc ça c'était lié pour des raisons aussi politiques par rapport à la guerre froide, etc. Et puis on avait des forces politiques liées au mouvement de la paix, effectivement, Parti communiste, CGT, etc., qui se consacraient uniquement à la lutte contre le nucléaire militaire. Et puis d'un autre côté, quand on a eu l'émergence des mouvements antinucléaires des années 70 et 80, le nucléaire militaire, quand on se battait contre les réacteurs nucléaires, le lien fait entre le nucléaire civil et militaire, il était rarement fait également. Et ça, effectivement, c'est quelque chose, si on veut vraiment se battre contre le nucléaire, il faut le mettre à l'ordre du jour systématiquement, parce qu'on ne pourra pas se battre contre l'un et pas se battre contre l'autre. Les deux sont intimement liés, et on ne pourra pas gagner sur le nucléaire civil si on ne se bat pas aussi sur le nucléaire militaire. Je peux dire un petit mot sur les déchets. Bon, Yves Lenoir pourrait aussi en dire beaucoup sur les déchets, parce que donc certains d'entre vous connaissent bien ce dossier. De toute façon, l'humanité va avoir à gérer les déchets. On a produit des quantités énormes de produits radioactifs qui n'existaient pas avant, et de toute façon, on les a maintenant à gérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 4 milliards d'années, la France a pris naissance avec le système solaire. Notre univers a 15 milliards d'années, 13 milliards d'années. Mais notre système solaire a autour de 4 milliards d'années. Et au départ, la Terre était complètement radioactive.
tous les produits radioactifs ont disparu, sauf ceux qui avaient 1 milliard d'années de durée de vie, je simplifie, hein, c'est-à-dire l'uranium et puis quelques autres. Donc, ceux qui restent maintenant, c'est les déchets ultimes du début de la Terre. Donc, moralité, si on produit des nouveaux déchets, il faut attendre 4 milliards d'années. Vous voyez le raisonnement simple, pour ne plus en avoir. Alors, donc on ne peut pas attendre 4 milliards d'années. Donc, il faut gérer nos déchets. Comment gérer des déchets? Ça, c'est le problème qu'on a nous, mais que vont avoir aussi nos enfants et nos descendants. Donc, on n'est pas les seuls à avoir ce problème-là. On lègue ça à toutes les générations qui vont suivre, mais ils doivent régler ce problème, ou l'entretenir, ou le gérer. Ça, c'est impératif. Alors, dans les déchets, il y a plusieurs catégories de déchets. Il y a typiquement ce qu'on appelle le combustible irradié, c'est-à-dire ce qui est dans le cœur du réacteur, et qui est hautement radioactif. Et ces produits-là, bon, ça a été émis à Tchernobyl, ça a fondu à Fukushima. Ces produits-là, c'est sûr, il ne faut pas les approcher. Si vous les approchez, ou s'ils se répandent dans l'environnement, c'est une catastrophe et une pollution irrémédiable pour des années très très nombreuses, voire des siècles, voire des millénaires. Donc ça, c'est une première catégorie de déchets qu'il faut surveiller de façon étroite. Et l'idée de certains, à Bure par exemple, c'est d'enfouir ces déchets-là sous terre pour les oublier. C'est une façon de gérer les choses, hein. On oublie, voilà. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, ils oublient. Voilà. Ça, ils règlent leurs problèmes comme ça. Donc ça, c'est la mentalité pour les stocker sous terre. On peut ne pas être d'accord avec cette façon d'oublier, parce qu'il y a quand même des cas où on a essayé d'oublier dans un certain nombre de souterrains, dans des mines, et puis ça s'est mal passé parce qu'il y a eu des infiltrations, parce qu'il y a eu des éboulements, etc. Donc on peut se poser la question sur le diagnostic correct qu'on pourrait faire en 2017 pour les 5000 années qui viennent. Quand je dis 5000, c'est pour résumer de façon simpliste, hein. Ça pourrait être beaucoup plus si l'humanité a des chances de survivre aux quelques dizaines d'années qui viennent. Donc ça, c'est une catégorie de déchets. Mais il y a beaucoup d'autres déchets. C'est des déchets qu'on appelle de basse activité, hein, qui sont par exemple les tuyauteries dans les réacteurs, qui sont tout ce qui sert à manipuler. Quand on utilise un petit mouchoir pour enlever la radioactivité sur quelque chose, votre petit mouchoir il devient radioactif. Et donc vous avez une masse énorme de produits radioactifs qui sont faiblement radioactifs. Et là, c'était typiquement ce qu'a dit madame, là, c'est-à-dire tous ces produits un peu radioactifs, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, moi j'ai une conception sur le démantèlement, par exemple, des réacteurs nucléaires assez personnelle. Je me dis, il y a plein de produits comme ça dans les réacteurs, les tuyaux, du béton, des machins. Alors, il faudrait les enlever de là pour les mettre là. Mais quelle est la différence entre là et là? Il n'y a pas de différence. Donc moi je dis, attendez, enlevez le cœur du réacteur et bétonnez tout ça, et puis attendez 100 000 ans, et puis voilà. Hein, c'est comme les pyramides. Donc je ne vois pas pourquoi on se casse la tête pour déplacer un déchet qui est ici, pour le mettre. Alors ça, c'est pas vrai pour le combustible irradié qui est dans le cœur du réacteur. Parce que là, si vous le laissez sur place et qu'il y a un problème majeur parce qu'il y a une fissuration importante du dôme, et puis alors là, vous contaminez toute la région, voire tout le pays. Donc là, c'est différent. Ces déchets-là, il faut vraiment les traiter et les conditionner et les gérer. Mais du béton radioactif, il y a une idée importante pour madame, hein, c'est que certaines personnes disaient, il n'y a qu'à les mettre dans les remblais des routes. Ou dans les aciers des casseroles. Ça, c'est une... Voilà. Alors ça, c'est une idée de certaines personnes du complexe nucléaire. C'est l'idée de la dilution. Ça, c'est merveilleux parce que c'est comme ça qu'on a fonctionné pour faire l'usine de Lag. Lag, donc, crache des produits radioactifs parce qu'il y a des produits radioactifs que vous ne savez pas contenir. Par exemple, l'hydrogène radioactif, ou qui fait de l'eau radioactive, ou un certain nombre d'autres produits comme ça. Ça, c'est l'idée de dilution. Et c'est une idée assez catastrophique parce que au bout d'un certain temps, la dilution est trop grande et pas assez grande, pardon, et à ce moment-là, vous avez un niveau de radioactivité qui augmente. Mais il y a plein de gens qui ont des idées farfelues, comme la dilution, comme le stockage à Bure et d'autres idées, parce que en fait, c'est un problème qu'il faut régler, qu'il faut gérer, et la gestion, eh bien, c'est pas simple. On les envoie en Sibérie, les déchets. Il y a plein d'idées farfelues. Il y a des gens qui ont dit qu'il suffit de les satelliser, de les envoyer, ou les envoyer dans le soleil. Alors j'imagine la fusée qui explose, là c'est parfait.
se passe en Corée et des échanges assez inquiétants entre les États-Unis, la Corée, enfin l'ambition de la Corée de s'équiper en armement nucléaire par rapport aux États-Unis, au Japon, etc. Elle a fait des essais, la Corée. Elle est aussi. Il y a un traité de non-prolifération qui en principe engage tous les pays qui l'ont signé et ratifié à ne pas construire d'armes nucléaires. Ça, c'est le traité international. La Corée du Nord avait signé ce traité-là et elle en est sortie parce qu'il y a un article dans le traité de non-prolifération qui dit que si le pays est menacé pour sa sécurité, il a le droit de sortir du traité. La Corée du Nord a dit « je me sens menacé et donc je sors du traité et donc je fais des bombes ». Alors faire des bombes, c'est pas trop compliqué si on prend le cas Hiroshima ou Nagasaki. À partir du moment où vous avez 5 kg de plutonium ou 11 kg d'uranium, vous pouvez faire une bombe. Vous mettez les deux moitiés comme ça et puis vous les rassemblez, ça pète. C'est relativement simpliste et ça marche très bien. Donc les Coréens savent faire ça puisqu'ils ont fait des essais. Les bombes actuelles sont plus compliquées que ça à utiliser et pas à faire, parce qu'il faut des missiles ou des avions. Mais il faut quelque chose qui transporte la bombe pour aller tirer sur l'ennemi. La Corée fait des essais de missiles, mais elle n'a pas actuellement les missiles adéquats pour atteindre les États-Unis, par exemple. Elle a des missiles qui pourraient atteindre le Japon et encore, c'est un peu limite. Voilà. Mais la Corée du Sud, en tous les cas. Voilà. Ah bah oui, la Corée du Sud est à côté. Donc il y a toute une technologie de missiles qui est liée à l'arme nucléaire et qui en fait correspond au vecteur indispensable actuellement. C'est pour ça que l'Iran, qui travaille aussi sur les missiles, bien qu'il ne travaille plus sur l'arme nucléaire, puisqu'ils sont contrôlés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc ça on sait qu'ils ne travaillent plus sur l'arme nucléaire, avec des contrôles. Mais ils travaillent sur des missiles qui ne se relèvent pas d'un traité international, mais d'une certaine façon, c'est un peu cousu de fil blanc. Parce qu'à partir du moment où ils auront les bons missiles, et comme c'est 3 fois rien de faire une arme nucléaire, ils mettront l'arme nucléaire dans le missile. Donc il y a l'ambiguïté de l'Iran sur ce point de vue-là. C'est pour ça que dans la négociation de Reykjavik, c'était intéressant de voir que les États-Unis n'ont pas voulu relier les missiles et le bouclier antimissile à l'arme nucléaire parce qu'ils voulaient conserver ça, parce qu'en fait c'est là le cœur du problème. Et on le voit bien avec actuellement le bouclier antimissile en Europe. Qu'est-ce qui crée un gros problème en ce moment diplomatique avec les Russes? C'est que les États-Unis veulent installer un bouclier antimissile. Un bouclier antimissile, les Américains disent, il n'y a pas d'armes nucléaires dans les boucliers antimissiles. Oui, mais rien n'est plus simple que d'en mettre une. Donc à partir du moment où vous avez des missiles et que vous acceptez les missiles, qu'est-ce qui vous dit qu'un jour il n'y aura pas une tête nucléaire dans le missile? Donc le problème du bouclier antimissile ou des missiles en général est le problème aussi de l'arme nucléaire. Donc si je peux poser une question directe, le bouclier antimissile, c'est des missiles, c'est ça? Le bouclier antimissile? Ce sont des missiles. Bien sûr. Au sol. Bien sûr. Et qui vont exploser les missiles qui arrivent il y a plusieurs types de boucliers antimissiles. C'est vrai, tu as raison. Je simplifie en disant le bouclier antimissile. Il y a des boucliers antimissiles de la guerre froide, où là, je prends l'exemple des Russes, des Soviétiques, où il s'agissait d'avoir un missile avec une arme nucléaire, mais qui allait exploser son arme nucléaire à côté des missiles attaquants. Donc on faisait une explosion en altitude, à proximité, donc c'était relativement imprécis, et en principe on détruisait par une arme nucléaire une bombe nucléaire. Donc ça c'est la version ancienne des boucliers antimissiles. Il y a maintenant le bouclier antimissile top niveau, qui s'appelle SAB, qui est un bouclier antimissile américain, qu'ils utilisent dans l'océan Pacifique, au large du Japon, de Corée, etc. Ils ont donc là sur les bateaux des missiles qui sont des fusées relativement petites, hein, qui font 2 ou 3 mètres de longueur et pas très grosses, qui sont des fusées qui doivent toucher le missile qui attaque. Toucher comme ça, toc. Alors là, ça demande une précision faramineuse, parce que c'est des missiles qui vont à plusieurs fois la vitesse du son. Donc quand vous avez un missile qui arrive à 5000 km/h et qu'avec un autre missile à 5000 km/h il faut se toucher comme ça, c'est pas ça. Ça marche. Ça marche apparemment sur quelques essais qu'ont fait les Américains, et ils ont des bases sur des porte-avions, sur des bateaux, hein, ou à terre, avec des missiles comme ça.
pour éventuellement un tir de la Corée du Nord. La parade pour la Corée du Nord, c'est d'envoyer plusieurs missiles. C'est ce qu'ils ont fait dans un essai récent, vous avez vu 4 ou 5 missiles qui partaient en même temps. Parce que l'idée d'un bouclier antimissile que vous voulez contrecarrer, c'est de le saturer. Vous avez un bouclier antimissile qui peut abattre 10 missiles, et bien qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez 20 missiles. Donc c'est la course en permanence du bouclier antimissile contre les missiles. Donc la Corée du Nord développe des missiles en grand nombre pour essayer de percer les boucliers antimissiles. Voilà. Alors, il y a d'autres types de boucliers antimissiles qui sont des boucliers antimissiles qui ont été plus ou moins réfléchis par l'OTAN, justement, pour les bases en face des Russes. C'est des boucliers antimissiles qui doivent toucher le missile au moment de sa phase de démarrage. Donc c'est pas du tout la même chose, hein, c'est pas le russe ou c'est le tête-à-tête, c'est quand le missile part, évidemment c'est une fusée, donc il y a un réacteur qui envoie des gaz très très chauds, et on sait très très facilement suivre ou aller tirer sur quelque chose qui est une source de chaleur. Ça c'est un capteur très simple. Si vous voulez descendre un avion, par exemple, c'est ça que vous faites. Vous envoyez un missile qui détecte la source de chaleur et qui va suivre l'avion. Donc, vous n'avez plus besoin de précision. Votre missile, il va à l'endroit qui est chaud. Donc ça, c'est un autre type de bouclier antimissile qui tire sur les missiles au démarrage. Et là, vous voyez qu'il y a une difficulté, c'est qu'il faut être proche du démarrage. Et donc, c'est pour ça que l'OTAN se met de plus en plus proche des endroits qui pourraient tirer des missiles. D'où un aspect agressif pour celui qui est entouré par ces bases-là, qui dit, mais attendez, vous rapprochez, mais on est nécessairement rapproché si on veut utiliser ce type de missile. Donc c'est les gens qui ne se comprennent pas. Yves? Et à partir du moment où vous avez un bouclier antimissile qui paraît vraiment solide, la dissuasion de l'autre disparaît, et vous pouvez l'attaquer. Et ce que craignaient les soviétiques, ce qui fait qu'ils étaient un peu parano, c'est que, et surtout que Reagan avait dit qu'il ne se dispensait pas d'attaquer en premier, c'est qu'avec un bon bouclier antimissile et un président qui dit qu'il ne se dispense pas d'attaquer en premier, la guerre nucléaire devient un horizon prévisible. Et pour vous donner une anecdote, lorsque j'étais à Tchernobyl en 1988, j'ai rencontré des gens dispensaires à côté de la centrale, et ils nous disaient, nous on était prêts. Non pas à l'accident de la centrale, mais au fait que les Américains allaient attaquer la centrale. Parce que les bonnes cibles, c'est les centrales nucléaires, bien entendu. Ça disperse plein de radioéléments et ça met la pagaille dans le pays. Et donc, on avait adopté des normes d'évacuation de la population. C'était celles pour les militaires. C'était les mêmes normes que pour les troupes dans la bataille, c'est-à-dire 1 sievert. Alors pourquoi est-ce qu'on prend 1 sievert pour les troupes dans la bataille? C'est parce qu'on sait à peu près, du fait d'accidents d'irradiation et autres, que quand un soldat a pris 1 sievert, il reste opérationnel pendant 2-3 jours. Et 2-3 jours, c'est vraiment l'espérance de vie d'un soldat sur un champ de bataille nucléaire. Donc cette idée disons la critique du bouclier antimissile, il faut la relier à la destruction de l'efficacité de la dissuasion en tant que politique de défense. Il faut arrêter tout ça. Voilà, c'est ce que je propose.